Bonsoir à tous. Dans un instant, le bras de fer sur les régimes de retraite. Mais sachez d'ores et déjà que le second débat de mots croisés sera consacré au prix de l'essence et à ses conséquences sur le budget et la vie des Français. Les grèves commencent donc demain à 20 h. On parle généralement d'épreuves de force entre le gouvernement et les syndicats. C'est en tout cas un vrai premier test pour tous les acteurs du dossier et pas seulement pour l'équipe Sarkozy. Nous sommes là pour débattre, mais aussi pour vous informer le plus complètement possible sur la nature de la réforme et de la grève. Ce sera le cas dans un instant avec les toutes dernières informations d'Agnès Molinier sur les perturbations auxquelles vous devez vous attendre. Voici cependant tout de suite nos invités que je vous présente. Jean-François Copé, député maire de Meaux en Seine-et-Marne, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Je rappelle que vous avez été ministre du budget. Maryse Dumas est secrétaire confédérale de la CGT. Nous reviendrons avec vous sur les motivations de la grève qui commence à partir de demain. À côté d'elle, Vincent Peillon, député européen socialiste, ancien porte-parole de la candidate socialiste à l'élection présidentielle. À côté de Nicolas Bavrez, économiste et historien, auteur d'un Nouveau Monde et d'une Vieille France. Bernard Maris est lui aussi économiste, directeur adjoint de la rédaction de Charlie Hebdo, chroniqueur à France Inter. Et vous êtes l'auteur, je le rappelle, de l'anti-manuel d'économie. Bernard Vivier, lui, expert en relations sociales. Il dirige aujourd'hui l'Institut supérieur du travail. Enfin, pardonnez-moi, à vos côtés ce soir, Renaud Dely, chef du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Vous titriez ce matin sur le bras de fer qui commence aujourd'hui. Et puis dans quelques instants, vous le savez, nous ferons le point avec Agnès Molinier, qui est chef du service économique de France 2. J'ai une première question très simple à vous poser, Maryse Dumas. Est-ce qu'on peut encore éviter cette grève? Est-ce qu'on peut éviter le novembre rouge, puisque c'est finalement le titre de notre émission ce soir? Ah, je le souhaite. Je le souhaite et je crois que tous les syndicalistes qui organisent cette action souhaitent que le gouvernement entende enfin les propositions de négociation qu'il ne cesse de faire depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. Concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Eh bien, écoutez, nous avons écrit encore il y a 2 jours au ministre du Travail pour lui proposer une conférence tripartite de façon à ce que tous les problèmes soient sur la table avec toutes les directions d'entreprises concernées, avec tous les syndicats concernés, bien sûr avec le gouvernement, pour éviter ces bruits de couloir où on dit des choses aux uns, des choses aux autres, etc. Que tout soit sur la table, que ça puisse être transparent, voire même diffusé, et que l'opinion publique puisse se faire une véritable opinion sur ce qui se passe, parce que malheureusement, nos propositions de négociation, encore une fois, ne sont pas entendues. Alors, vous nous dites, le gouvernement ne veut pas aujourd'hui de mise au point, on va dire, tripartite. Hein. C'est le terme qu'emploie Bernard Thibault. Très honnêtement, et en termes là le plus simple possible aussi, qu'est-ce qui n'est pas négociable pour vous? Le gouvernement a un seul objectif: allonger les annuités de cotisation des salariés des régimes spéciaux sous prétexte d'équité. Mais ça n'est pas de l'équité, parce que les retraites, ça n'est pas seulement la durée des annuités, c'est le niveau de rémunération avec lequel on part en retraite, et puis c'est aussi le montant des cotisations pendant lesquelles on a payé tout le temps, et puis c'est aussi, bien sûr, la question des conditions de travail, de la pénibilité du travail. Maryse Dumas, que tout le monde travaille 40 ans, en dehors du fait qu'un certain nombre de cas puissent être évalués, j'allais vous dire, c'est quand même pas un scandale. Le problème, si vous voulez, c'est que pour le privé, actuellement, nous sommes à 40 annuités de cotisation. Le gouvernement prévoit déjà, dès l'année prochaine, sans même passer par la loi, d'augmenter à 41, puis 42, etc. Mais si on raisonne, si tout le monde avait les carrières complètes, effectivement, ça ne poserait pas problème. Mais aujourd'hui, un homme sur 3, une femme sur 2, n'a pas 40 annuités de cotisation au moment où on part en retraite. Résultat, sur 7 millions de pauvres aujourd'hui en France, 1 million de pauvres sont des retraités salariés parce que les retraites ne permettent pas de vivre. Et demain, avec les réformes successives que prévoit le gouvernement, ces phénomènes-là vont s'aggraver parce qu'il ne s'est toujours pas attaqué au principal problème qui est celui de l'emploi pour tous, en finir avec la précarité de l'emploi, avec les temps partiels, avec les carrières incomplètes, je résume notamment en une pour phrase, les femmes. juste sur les 40 ans. Oui. En vous écoutant, et si vous pouvez simplement me dire oui ou non, si je ne déforme pas votre pensée, le passage à 40 années ne sera jamais acceptable pour vous et la CGT. Ce que nous voulons discuter, c'est comment on permet à tous les salariés du privé et du public de pouvoir avoir un véritable droit
à la retraite à 60 ans, je dis bien droit, je ne dis pas obligation, un véritable droit à la retraite à 60 ans, avec un niveau de pension de retraite, c'est-à-dire un taux de remplacement entre les pensions de retraite et les salaires, qui permettent de vivre décemment et de profiter vraiment de la retraite, et d'ailleurs de faire bénéficier la société en termes de marché de ce bien-être. Pour un oui ou pour un non, c'est pas exactement ça. Ça oui, alors il faut regarder, parce que si vous voulez... Alors peut-être. S'il vous plaît. Il faut allonger, on nous dit qu'il faut allonger les annuités de cotisation, mais on rentre de plus en plus tard dans la vie active. Il y a le chômage, il y a la précarité. Qu'est-ce que ça veut dire, ces annuités de cotisation qui se rallongent? Ça veut dire qu'il va y avoir demain des retraites qui ne permettront pas aux retraités salariés de vivre. Ça veut dire surtout, si je puis me permettre, que la durée de vie s'est considérablement allongée dans notre pays, et que ça c'est un fait assez simple à La durée de vie s'est allongée, mais pas la durée de l'emploi. Aujourd'hui, à 60 ans, un tiers des salariés est seulement en activité, 2 tiers sont au chômage. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Est-ce qu'il reste des marges de manœuvre? Ou est-ce qu'on part demain soir pour la grève quoi qu'il arrive? Il y a peu de marge de manœuvre. Pour une raison, c'est que les états-majors syndicaux et patronaux ont parfaitement compris qu'il va falloir passer aux 40 ans pour tout le monde. Il va falloir passer aux 40 ans cette année, puis aux 41, aux 42 ans, c'est clair, pour des raisons économiques et des raisons démographiques. Le tournant que nous vivons cette semaine est un tournant préoccupant parce que les états-majors ne tiennent pas forcément les équipes à la base. Les cheminots, les fonctionnaires, les régimes spéciaux, et on peut les comprendre, ils ont leurs raisons aussi, ne sont pas forcément à l'écoute des états-majors. Donc on peut assister à des dérapages, et c'est précisément la grande inquiétude. C'est aussi, pour Olivier Besancenot, la grande espérance. Vous êtes en train de nous dire courtoisement que Maryse Dumas, en l'occurrence Bernard Thibault, ne contrôle pas sa base. Là aussi, pour parler le plus simplement possible. Vous me faites dire quelque chose que je ne souhaite pas dire, parce que les appareils syndicaux... Vous pensez peut-être, moi, si c'est... Les appareils syndicaux sont là, et ils sont nécessaires, et ils sont nécessaires. Mais on l'a bien vu, on le voit avec la CFDT, par exemple, qui s'engageait dans un processus de négociation et qui voit ses cheminots suivre un mouvement que la Confédération ne souhaitait pas faire. La CGT, c'est différent, elle tient beaucoup mieux ses équipes. Elle tient mieux ses taux. Mais personne ne tient les groupes. On l'a vu le 18 octobre, où les organisations syndicales avaient à peu près négocié la journée du 18 octobre, et on a vu Sud et les autonomes, c'est-à-dire syndicats catégoriels, faire capoter le dispositif. Est-ce que vous nous dites... On risque ça cette fois-ci. Là aussi, on va dire gentiment que la plupart des grands leaders syndicaux estiment que cette réforme est nécessaire, mais que ça leur est globalement difficile de le dire tel quel aujourd'hui. Oui. Jean-Claude Mailly, à son dernier congrès confédéral, il y a quelques mois, a dû dire « battons-nous pour maintenir les 40 ans », alors que quelques semaines, quelques jours avant encore, et encore dans sa déclaration de fin de congrès, les militants étaient sur 37 années et demie. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait, la réforme Fillon de 2003 a déjà marqué le là. Tout le monde va passer à 40 ans parce que l'an prochain, il va falloir passer à une autre étape, c'est-à-dire négocier des réalités encore plus dures. J'ai bien compris que vous nous disiez que selon vous, la grève était inévitable. Dans ce cas-là, et même si on va y revenir bien entendu dans cette émission, on est parti pour combien de temps et comment on en sort, dans quel délai? Ça, on le saura à la fin de la semaine. Ouais. C'est-à-dire concrètement... Donc vous dites première photo en fin de semaine, en quelque sorte. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que ça dure moins. Je pense à ceux qui... se préoccupe aussi de leur transport. Une grève qui s'arrêterait le mercredi 14 au soir, aujourd'hui les probabilités sont très faibles. Tout est lancé. Et puis la jonction peut s'opérer avec d'autres mouvements, notamment dans les facultés. Et certains milieux activistes s'emploient à ça, c'est clair. Renaud Dely, vous, dans votre journal ce matin, vous proposez 3 scénarios, 3 scénarios seraient plus élégants. Qu'est-ce que vous pensez du timing et de ce qui risque de se passer cette semaine? La durée de ce mouvement, elle tient aussi à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, les syndicats eux-mêmes ne sont pas totalement maîtres de ce qui va se passer sur le terrain et courent en partie après une partie de leur base qui peut aller plus loin que les consignes syndicales. De l'autre côté, si je veux dire, est-ce que le gouvernement lui-même souhaite que ça s'arrête demain soir? Évidemment, il va dire à l'opinion qu'il le souhaite. Mais on a bien vu une mise en scène ces derniers jours de la part du président de la République en particulier, et qui a été déclinée par plusieurs de ses ministres, Xavier Bertrand, François Fillon, qui a même pour l'occasion retrouvé la parole, nous expliquait qu'il fallait ne pas avoir peur justement de ce qu'on titrait ce matin, c'est-à-dire d'un bras de fer, qu'il fallait pas avoir peur de ce conflit et prévenir les Français à l'avance. Le président de la République l'a répété à plusieurs reprises que ce conflit allait durer. Ce qui fait qu'on se demande si finalement de part et d'autre, on ne souhaite pas que ce conflit dure, en tout cas au-delà de cette journée, en rappelant qu'effectivement les préavis qui ont été déposés sont de toute façon des préavis illimités et reconductibles. Quand on va au bras de fer, il y en a forcément un qui perd, on est d'accord? Absolument. Bon.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a une part d'incertitude sur l'issue de ce conflit. Du côté des syndicats, on voit bien que les centrales, et c'est pas nouveau, l'affaiblissement des centrales syndicales en France est un phénomène historique. C'est ancien que les syndicats sont affaiblis. On se souvient que des candidats à l'élection présidentielle récemment, justement, avançaient des mesures pour essayer de renforcer la syndicalisation en France. De l'autre côté, on voit bien que le gouvernement souhaite, en tout cas le président de la République, a visiblement envie d'une victoire politique, entre guillemets, notamment vis-à-vis de ses troupes et de son camp. On donne la parole aux responsables politiques qui sont parmi nous ce soir dans un instant. Auparavant, on va déjà faire un premier point. Et c'est important, on va dire, avant de sortir du conflit ou de voir les issues de crise éventuelles, essayer d'y rentrer. Agnès Molinier, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. La SNCF a communiqué ses prévisions. Est-ce qu'on peut faire déjà un premier point sur ce qui risque d'arriver aux gens qui vont vouloir voyager à partir de demain 20h? Alors, dans les TGV, il y en aurait 90 sur 700 un jour habituel. C'est très peu. C'est un petit peu plus que le 18 octobre, puisqu'on passe de 1 sur 15 à 1 sur 8. Alors bon, c'est quand même pas beaucoup. Ça fait en gros 15% des TGV qui roulent. Voilà. Côté corail, c'est moins. Il devrait y en avoir une trentaine sur toute la France, donc autant dire que c'est très peu. Côté TER en province, c'est pareil. Il y aura vraiment, le trafic sera très très perturbé, donc à partir de mercredi. La province est touchée, parce que généralement, on nous reproche à nous journalistes de nous préoccuper un petit peu de ce qui se passe surtout à Paris. Ça concerne bien tout le monde cette histoire. Oui, les trains. En revanche, côté transports urbains, les régies dans les villes, les grandes villes notamment, ne sont pas en grève cette fois-ci. Elles l'étaient le 18 octobre, mais ça n'avait pas été très très suivi. Voilà, là ce que vous nous dites, ça concerne, on va dire, en gros les bus et les trams pour simplifier un petit peu la situation. Dans les régies. Non, elles ne sont pas en grève dans les villes. Elles ne sont pas en grève dans les villes. Ça concerne le déplacement entre une ville et une autre. Direction, les syndicats des entreprises concernées s'attendent-ils à un mouvement aussi suivi que le 18 octobre? Il n'y a pas tous les syndicats en grève. À la SNCF, en tout cas, il n'y a pas l'AFJAC, qui est le syndicat autonome des conducteurs, qui est le deuxième syndicat déroulant après la CGT. C'est important parce qu'ils sont aux alentours de 30% tous les deux. L'AFJAC est un peu en dessous. Donc déjà, il y a des roulants qui ne seront pas en grève. Et ils ne sont pas tous en grève. Et on vient d'apprendre ce soir que la CFTC à la RATP a retiré son préavis. Parce que tous ne sont pas tout à fait d'accord, évidemment, sur la position à adopter par rapport aux propositions qui ont été faites ces derniers jours par la direction, notamment à la SNCF, où il y a quelques avancées, entre guillemets, concernant l'application de la réforme des régimes spéciaux. Alors du coup, est-ce qu'on sait comment ça va se passer à la RATP, puisque vous venez déjà de nous donner cette information concernant l'une des centrales syndicales, en l'occurrence la CFTC? Alors, c'est un syndicat minoritaire, donc ça ne devrait pas changer énormément. Les prévisions qui sont de 1 métro sur 10 seulement. Oui. C'est très peu. Contrairement au 18, est-ce que la grève est reconductible et finalement, les usagers doivent-ils s'attendre à un conflit long? La grève est reconductible pour tous les syndicats, ce n'était pas le cas pour le 18 octobre. Et la direction de la SNCF ce soir annonce qu'elle devrait au moins continuer jusqu'à dimanche. Alors, je ne sais pas s'ils se sont avancés, est-ce qu'ils préfèrent annoncer les bonnes nouvelles après. Ils ont dit qu'il fallait s'attendre à des perturbations au moins jusqu'à dimanche. Après, tous les syndicats ne sont pas sur la même, je dirais, longueur d'onde. Certains, peut-être en tout cas certains de la base de certains syndicats comme Sud ou la CGT, ont l'intention de faire durer jusqu'au conflit des fonctionnaires le 20 novembre, mardi prochain, et d'autres ne veulent pas, notamment la CFDT. Les syndicats d'EDF appellent aussi à la grève. Est-ce qu'on va assister au retour des coupures de courant? Parce qu'on n'a pas connu ça depuis longtemps. Alors, absolument. Ça fait longtemps qu'ils ne font plus ça. La CGT n'appelle pas à couper le courant. Au contraire, à des coupures ciblées. Alors, le 18 octobre, ils avaient coupé l'électricité à la Lanterne, la résidence du Premier ministre à Versailles. C'était très ciblé. C'est très ciblé. Voilà. Donc, il faut peut-être s'attendre à certaines coupures sur des bâtiments administratifs officiels. Et ils peuvent faire ce qu'ils font depuis quelques années maintenant, rétablir l'électricité à des gens pour lesquels elle a été coupée, faute d'avoir payé. Merci beaucoup Agnès. Toutes les infos, évidemment, on les retrouvera dans les prochaines éditions de la rédaction, à commencer par celle du Journal de la Nuit, avec Jean-Claude Renaud dès la fin de Montcroisé. À partir de ce que vient de nous expliquer Agnès Molinier, Maryse Dumas, je me retourne une nouvelle fois vers vous. Est-ce que pour vous, le but est de faire la jonction avec le vin et avec la grève des fonctionnaires? Absolument pas. Chaque conflit a sa logique, a ses motivations.
Et nous souhaitons vraiment qu'on trouve une issue à chacun des conflits. Les fonctionnaires seront en grève sur les salaires, les cheminots, l'EDF, la RATP le sont sur les régimes spéciaux. Nous souhaitons trouver une issue pour ce conflit-là et d'autre part pour les fonctionnaires. J'ajoute, j'entends des langages, j'ai entendu la notion d'état-major à propos du syndicat, des syndicats, on parle on a un langage guerrier. On dirait que c'est quasiment la guerre de 14-18. On vient de fêter le 11 novembre. Vous voulez qu'on dise la direction? Ça ne changera pas beaucoup dans les faits, mais voilà. Simplement, ça vous sera plus agréable. Il n'y a pas d'état-major syndicaux. Les syndicats sont des organisations démocratiques. Ils ont pour fonction de représenter les salariés. C'est avec leurs syndiqués, avec les salariés qui prennent les décisions. Nous n'avons pas une structure hiérarchique où d'en haut on dit à en bas ce qui doit se faire. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça n'arrive jamais. Ça. Ce que vous êtes en train de décrire, sérieusement, Maryse Dumas, ça n'arrive jamais. Écoutez, sérieusement, nous débattons. Évidemment, lorsque j'ai une opinion, je la donne à des syndiqués, à des militants. Ils ont la leur. Si mes arguments sont les meilleurs, je les convainc. Si mes arguments ne sont pas bons, je ne les fais pas obéir. Ça marche pas comme ça, un syndicat. Et la CGT, en tout cas, ça ne marche pas comme ça. Et notre rôle, c'est de représenter les salariés et de porter leurs revendications. C'est ça le rôle du syndicat. Mais nous ne nous reconnaissons pas dans ce langage état-major, le gouvernement, j'ai pas peur, on se croirait dans une cour de récréation de la maternelle où les garçons ont besoin de faire valoir leur virilité. Mais enfin, où on est, dans quel monde on est? On a besoin de négocier sur des revendications qui sont sérieuses, qui concernent des milliers de gens et qui peuvent les enfoncer dans la pauvreté. Voilà Jean-François Copé, le gouvernement doit-il tenir coûte que coûte? Oui, oui. Et est-ce qu'il y a un désir d'aller à l'épreuve de force? Alors, ce qui est de plus en plus dit dans les centrales syndicales et en partie à gauche. Oui, le gouvernement doit tenir. En écoutant Maryse Dumas, j'ai trouvé finalement un point commun entre nous. Moi aussi, je récuse le vocabulaire guerrier. Je pense qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Comme je récuse le terme d'ailleurs de bras de fer, parce que c'est pas le sujet. Et Maryse Dumas a raison. D'une certaine manière, elle rappelle que nous sommes un pays en paix. Un pays dans lequel beaucoup d'entre nous rêvons de faire une société de confiance, c'est-à-dire des gens qui se parlent, qui s'écoutent et qui se respectent. Et de ce point de vue, moi je vous donne mon sentiment. Quel est l'esprit qui est le nôtre? Celui du gouvernement, bien sûr, mais aussi nous les députés. C'est qu'on est finalement, évidemment, très déterminés, mais pas rigides. On est très engagés. On a fait campagne là-dessus et les Français attendent qu'on aille jusqu'au bout de cette réforme. Mais en même temps, on a toujours été ouvert au dialogue. On peut pas dire que c'est pas le cas. En revanche, pour que ça marche, cette discussion, il faut qu'on se mette d'accord sur au moins la réalité des faits. Je veux dire, moi je regrette de ne pas avoir entendu une fois dans votre démonstration, que par ailleurs je respecte, même si c'est pas mon point de vue, que ce qui a profondément changé en France, entre autres, c'est l'espérance de vie. Je rappelle que pour ce qui concerne ces fameux régimes spéciaux, pour les chemins de fer, les premières réglementations sur les sociétés de chemins de fer, c'est 1860. Puis 1909, puis 1936, puis 1945. Depuis, on n'a plus bougé. Est-ce que je peux dire ce soir que les conditions de vie d'un conducteur de locomotive, ça n'est plus comme du temps de Jean Gabin dans La Bête humaine? Vous n'avez toujours pas répondu aux nouvelles pénibilités. Excusez-moi, je vous ai vraiment écouté. Juste pour finir là-dessus. L'époque dans laquelle on mettait du charbon pour faire tourner la machine est évidemment révolue. Les conditions de vie ne sont plus les mêmes. Et même, Maryse Dumas, savez-vous, bien sûr, que l'espérance de vie moyenne de celui qui travaille à la SNCF ou à la RATP est aujourd'hui de l'ordre de 79 ans. C'est-à-dire la moyenne française. C'est les statistiques, je ne les ai pas inventées. Si je dis ça, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des choses qu'on peut changer, mais c'est simplement pour dire que je ne sais pas expliquer aux Français que lorsque nous avons fait la réforme qui permet aux enseignants d'être aujourd'hui à 40 années de cotisation et de prendre la retraite à 60 ans, je vais expliquer que un conducteur de TGV, il a un métier plus pénible qu'un enseignant. C'est pas vrai. Chacun a ses pénibilités. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs, entreprise par entreprise, on va trouver des pistes. Il y en a évidemment. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas se mentir. Et que là, les Français l'ont vu. Et que les indications d'opinion le montrent. Les Français, ils sont majoritairement pour cette réforme parce que c'est un rendez-vous d'équité. Et puis j'en rajoute une de plus. Non seulement c'est un rendez-vous d'équité parce que les gens ne veulent pas deux poids, deux mesures, mais il y a une deuxième chose. C'est qu'on a tous compris que si on faisait rien, votre système des régimes spéciaux que vous défendez, il ne tiendra plus la route financièrement. Parce qu'il sera totalement déséquilibré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 500 000 actifs, 1 million de retraités, comment voulez-vous que ça tienne? On le sait très bien. Donc il ne faut pas non plus que ce soit un jeu de dupes entre nous.
Il n'y a pas d'autre solution que de faire cette réforme. Vincent Peillon, deux, trois questions. Est-ce que vous appelez, en tant que responsable du Parti socialiste, les salariés à faire grève? J'appelle les salariés, mais aussi tous les autres. D'une façon générale, est-ce que le PS soutient ce mouvement? Voilà. Je pense qu'il le faut, parce que nous sommes à un moment extrêmement grave de la vie de notre pays. J'entendais avec intérêt Jean-François Copé. Il faut rappeler l'ensemble du dossier. La question n'est pas simplement les régimes spéciaux. Le problème en France, c'est l'ensemble des retraites. Même après la loi Fillon, l'ensemble des retraites ne sont pas financées. Et il va falloir trouver plus de 25 milliards d'euros. Plus de 25 milliards d'euros dans les années qui viennent. Le dossier dont on parle, et sur lequel, quel archaïsme français, quelle histoire qui bégaye. On parle de 600 millions d'euros d'économies en année pleine de la réforme, c'est-à-dire 2012, mais avec déjà les éléments de négociation, les spécialistes nous disent que ce sera finalement très peu d'argent de gagné. Et on va bloquer la France une semaine pour ça. Ce fameux bras de fer, ce rapport de force. Quel sens cela peut-il avoir? Vous parliez des scandales. C'est vrai, les choses ont changé. Pardonnez-moi, alors je vous retourne la question. Quel sens ça a d'être contre? Ça a le sens qu'il faut tout mettre sur la table. Si vous me laissez aller, si on met un tout petit peu de raison dans cette affaire. 600 millions sur les régimes spéciaux. Les agriculteurs, les commerçants, les artisans, ils bénéficient pour 7 milliards de la solidarité nationale. Nous avons besoin de 25 milliards. Il y a aujourd'hui des gens qui meurent en moyenne 9 ans avant les autres. Alors, ces régimes spéciaux concernent 2% des salariés. La vraie question... Non, mais il faut les maintenir. Faut-il les maintenir? Il faut bien entendu qu'ils évoluent. Il y a pas un Soit syndicat... vous pensez qu'il faut faire la réforme, et j'allais vous dire, c'est peut-être pas très facile, mais ça donnera un peu de crédibilité au Parti socialiste d'avouer qu'en gros, il faut bien passer par là. Soit vous êtes réellement contre, et il faut nous dire pourquoi. Je suis en train de vous dire... Et en quoi il ne faut pas les réformer. Je suis en train de vous dire pourquoi Philippe Séguin, qui est un dangereux gauchiste, on évoquait Besancenot tout à l'heure, explique lui-même que si on voulait bien mettre des cotisations sociales, et y compris concernant la retraite, sur les parachutes dorés, sur les stock options, ce serait plus de 2,5 milliards à 3 milliards. On parle là de 600 millions d'euros. Donc nous, ce que nous disons, il faut la réforme. On peut faire les deux, ça n'a rien d'incompatible. Mais c'est justement ce que je vous dis. Est-ce qu'ils font les deux là? Pas du tout. Ils font une seule chose. De la même façon que sur vos promesses de campagne, vous avez expliqué qu'il fallait faire ça pour revaloriser les petites retraites. Or, pour la première fois depuis 10 ans dans ce pays, et tous les retraités le savent, parce que la vraie question c'est celle du pouvoir d'achat et des retraités pauvres. Vous venez de voter au Parlement, votre majorité, Monsieur Copé, une augmentation des retraites d'1,1, une année où il y aura 2% d'inflation. C'est-à-dire encore moins de pouvoir d'achat pour les petits retraités. Donc, bien entendu, les Français doivent comprendre que le problème est global. Il faut une réforme des retraites. Et on parle de la durée de vie au travail pour l'instant, Vincent Peillon. Personne ne conteste qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays. Je cherche juste à comprendre la logique de votre analyse. La logique de mon analyse, c'est que si vous voulez réformer les retraites et pas faire un bras de fer ou bloquer le pays, alors il faut que vous posiez les vraies questions. Comment on réforme les retraites? Où est-ce qu'on trouve l'argent? Quelle est la situation des uns et des autres? Vous voulez parler des régimes spéciaux. À quel âge partent en moyenne les gens des régimes spéciaux? 57 ans et demi. La moyenne pour l'ensemble des salariés, 58 ans et demi. Quel est le taux de remplacement? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils gagnent quand ils sont pensionnés? Eh bien, ils gagnent des sommes de 10% inférieures aux autres fonctionnaires et aux salariés du privé. Donc il faut mettre l'ensemble des données sur la table si vous voulez réformer utilement la France. Sinon, vous arrivez, c'est pour ça que je vous dis l'histoire bégaye. Déjà en 95, on n'a pas pu réformer parce qu'on s'est heurté pour un point de vue idéologique et très politique qui est celui de la droite à une impuissance dans la réforme parce qu'on désigne, franchement, comme des nantis, des gens qui ne le sont pas. Quand M. Sarkozy va dans un dépôt SNCF face à des gens qui gagnent 1 500 € par mois, quand vous voyez la réalité de ce qui se passe dans ce pays et en plus de ses propres amitiés ou de son propre salaire, alors les gens s'indignent. Donc il faut une réforme des retraites, mais on parle d'équité. Mais dans la vie, on réforme tout ou rien. Équitable. En vous écoutant, on a l'impression qu'en gros, on réforme tout ou rien et en une fois. C'est pas comme ça que ça se passe. Un fonctionnement démocratique d'un pays, c'est de prendre de prendre des enjeux, de réussir à avancer sur certains, peut-être pas sur d'autres. Voilà. Vous semblez appeler de vos voeux une énorme réforme qui, de toute façon, a priori, devrait être engagée. Yves Calvé, juste, ne soyons pas les uns et les autres totalement hypocrites. Quel est le problème des retraites? Le problème du financement de nos retraites. Oui. Est-ce que vous allez résoudre même 1/10 du problème réel du financement des retraites avec cette réforme? La réponse est non et personne ne vous dira. Alors pourquoi va-t-on bloquer le pays pendant une semaine? C'est un rapport de force. Pour la première fois, les syndicats disaient, après la réforme Fillon, nous sommes prêts effectivement à passer aux 40 annuités, mais il faut tout mettre sur la table. Le taux de remplacement, la pénibilité, la mortalité selon les professions. Et non,
on fonce et on reproduit la même chose qu'en 95. Je pense que c'est une mauvaise méthode et donc nous sommes tous amenés, c'est ce qui se passe depuis une semaine, tous les commentateurs le disent, à nous poser la question, mais pourquoi s'obstine-t-il? Pourquoi refuse-t-il la négociation? Pourquoi découpe-t-il la réforme en autant de petites rondelles? C'est idéologique. Et ils veulent effectivement un bras de fer. Jean-François Copé, on est dans l'idéologie? Si on peut avoir ce petit débat. Moi, ce qui me paraît intéressant, on a avec Maryse Dumas, clairement, une différence totale d'approche. Elle est tout à fait contre cette réforme, et moi pour. Mais ce que je ne comprends pas dans le discours de Vincent Peillon, mais qui est le discours du Parti Socialiste aujourd'hui, je n'ai toujours pas réussi à comprendre quelle était votre position sur les régimes spéciaux. Parce qu'enfin, il faut quand même qu'on se dise les choses. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est binaire, où on est pour, ou on est contre la réforme des régimes spéciaux. Qu'ensuite, on dise qu'il y a un problème avec les retraités, les retraités qui ont des très petites retraites. Mais attendez, on en est totalement conscient, c'est un problème majeur. Pourquoi vous le faites rien ? Mais ne dites pas que je viens de vous donner le chiffre que vous venez de voter. 1%. Dans la campagne, Sarkozy parlait d'une augmentation de 25% des petites retraites. Vous tenez vos engagements. Il ne vous a pas échappé que je vous ai écouté sans bouger. Donc je vais répondre et je vous demanderai d'écouter de la même manière, si vous me permettez, juste pour qu'on puisse faire des phrases que les gens puissent entendre. Donc, encore une fois, je vous rejoins là-dessus. Il y a un problème pour les petites retraites, mais qui ne date pas ni d'hier, ni il y a 5 ans, ni il y a 10 ans. C'est le problème plus général d'une réforme des retraites que nous avons trop longtemps retardée. Parce qu'en réalité, depuis 25 ans, on avait peur de la faire. Michel Rocard l'avait dit il y a 20 ans, on n'était même pas en politique, vous et moi. Aujourd'hui, quel est le sujet? Est-ce qu'on est capable de mettre tout le monde dans une logique d'équité? Car évidemment, on fait les régimes spéciaux aujourd'hui, mais ensuite, il y a un grand rendez-vous en 2008 pour l'ensemble des Français, qui est un rapport avec notre destin. Et ce que je veux vous dire simplement là, parce qu'il faut qu'on mette les pieds dans le plat aujourd'hui, c'est que nous avons, avec les Français, un rendez-vous qui est de savoir ce que nous voulons pour l'avenir de la France. Et cela passera par un nouveau rapport au travail, à la durée du travail, durée hebdomadaire du travail, durée au travail dans la vie et quel type de travail. Ce sujet-là, Vincent Peillon, il nous interpelle, nous à droite, mais aussi vous à gauche. Et ce que je vois avec tristesse, c'est que sur ce sujet, le PS, il n'a pas avancé. Un exemple concret, au Danemark, ils ont voté ensemble la durée à 67 ans. On en est très loin, c'est pas l'ambiance en France. 67 ans. C'était une majorité de droite qui l'a voté, avec unanimité au Parlement, la gauche l'a voté aussi. Je rêve d'un parti socialiste français qui se mette au diapason de la modernité. Je voudrais qu'on entende nos deux économistes et je vous redonne la parole. Deux choses. D'abord, Bernard Maris, on dit en tout cas on se perçoit souvent en France comme un pays régulièrement en grève. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est plus qu'ailleurs? Non, la France n'est plus un pays en grève. Il y a eu un pic des grèves en 95 et puis le nombre de grèves est plutôt plus faible en France que dans la moyenne européenne. Mais en revanche, il est vrai que ce sont certains secteurs, notamment la fonction publique, qui fait grève, ou les cheminots, et donc ce sont des grèves extrêmement visibles. Mais le privé ne fait plus grève, il n'y a plus de grève en France. D'ailleurs, le privé, en 95, a fait un petit peu grève par procuration. Donc à chaque fois qu'on a des amis américains ou britanniques qui viennent en France pendant le mois d'octobre ou de novembre et qu'ils ont l'impression d'arriver dans une période de grève, ils sont victimes d'une douce illusion. Oui, bien sûr. Moi, j'arrive de Californie, j'étais convaincu qu'il y avait la guerre civile en France. Je disais, tiens, ça brûle plus en France. Et j'ai dit, écoutez, oui, ça brûle un petit peu, effectivement, dans les banlieues, mais ce n'est pas la guerre civile, contrairement à ce que vous croyez. Alors la vision des Américains, excusez-moi, mais c'est pas la bonne vision de la France. De meilleure vision de la France, à mon avis, la nôtre est meilleure. Il y a les Anglais et les Allemands qui disent la même chose, hein, mais... Oui. Mais attendez, quels sont les pays qui nous sont proches où on est plus en grève que nous, ou on va dire au même niveau de conflictualité? En Italie, on fait plus grève qu'en France, en moyenne. Il y a plus d'heures chômées, il y a plus d'heures de grève en Italie. En Angleterre, on en fait autant qu'en France. En Angleterre, contrairement à ce qu'on croit, l'Espagne est un pays où on fait pas mal de grève ici. La France n'est pas un pays où il y a beaucoup de grève. Les Anglais sont de mauvaise foi. Mais bien sûr, les Anglais sont de mauvaise foi. Croyez-moi que les Anglais, ils se battent bien quand ils veulent se battre. Non, mais moi, je voudrais revenir sur cette question du droit je pense que ça a été très bien posé par les intervenants. La question, au fond, l'espérance de vie augmente. Qu'est-ce qu'on fait de ce gain d'espérance de vie? La réponse a été donnée. Vous allez travailler. C'est bien, c'est un grand progrès social, l'allongement de la vie. C'est une lutte contre la mort. Mais cette lutte contre la mort, vous allez l'occuper à travailler. Il y a une loi qui est sortie en 2003, la loi Fillon. Cauchemar, hein, là. Non. Ah bon. Non, mais parce que vous aimez votre travail, vous. Je pense. Oui, c'est bien. Vous travaillerez jusqu'à 80 ans, je connais d'autres. Vous n'êtes pas. Que Dieu me prête vie, d'abord. Et deuxièmement, j'ose espérer qu'il y a de très nombreux métiers dans lesquels on aime ce qu'on fait. Et je peux même vous dire que j'ose espérer. Depuis hier, on sait que Jean-François Copé aimerait bien être président de la République. Donc il se donne une marge importante. Attendez, en 2024, vous aurez quel âge, là?
Et en 2024, j'aurai... oui, c'est en 2024. Écoutez, j'en sais rien, c'est dans combien? C'est dans 15 ans? Ça fait plus 17. Bah, ça fait plus 17, voilà. Bah, voilà, j'en ai 43, oui, ça me fait 60 ans. Vous aurez 60 ans. 60 ans, plus 3 mandats, c'est 75. Donc vous arrêtez à 75. Bah, écoutez, c'est très gentil de vous préoccuper de mon parcours. En 2003, Fillon qui dit, au fond, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on travaille 2 tiers dans la vie, et puis c'est 1 tiers à la retraite, et désormais, chaque fois qu'on gagnera 1 an, il y aura 9 mois qui iront au travail, et 3 mois qui iront à la retraite. On peut envisager ça comme un immense progrès. Effectivement, c'est extraordinaire, puisque l'espérance de vie augmente, eh bien, on va travailler de plus en plus. Personnellement, je ne pense pas que ce soit un grand progrès. Bernard Maris, vous savez bien que c'est pas la question c'est le financement. Mais alors, le financement, là, ça a été dit, là aussi, on va gagner combien? Il faut savoir. C'est pour ça que ce qui va se passer est assez grave. Ce qui va se passer est assez grave, parce que ce devrait être au départ un raisonnement économique et démographique, comme l'a dit monsieur, qui fonde ce débat, et ça va être, finalement, un problème purement politique qui va se régler par la force. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, on veut poser ce problème de façon, en termes de rapport de force et de façon politique. On va gagner combien par cette réforme des régimes spéciaux, qui coûte 5 milliards d'euros à la France? C'est beaucoup, 5 milliards d'euros. On va gagner 200 millions d'euros en année pleine. On gagnera à peu près 1 milliard d'euros dans 5 ans. On gagnera 2 milliards d'euros dans 10 ans. Donc, effectivement, on va faire une grève dangereuse, mais qui va être une espèce de catharsis pour le gouvernement. Ils vont faire leur petite tête chère, ils vont rouler des mécaniques, ils vont dire, eux, ils ont eu les mineurs, nous, on a eu les cheminots, on va dégager les cheminots, vous voyez comme on a tenu, etc., etc. Au lieu, effectivement, de poser le vrai problème des retraites, le choix du départ, le problème de la pénibilité, le problème du coût des retraites. Il faut savoir que, par exemple, les gens les cheminots, ils cotisent plus, beaucoup plus que les autres personnes. Il faut savoir qu'il y a d'autres régimes qui sont strictement bénéficiaires. Il faut savoir aussi que ce conflit va être émietté. C'est-à-dire qu'on va dire, oh, les routiers, s'ils se mettent en colère, on leur foutra la paix. Les marins-pêcheurs, on leur fout la paix. Les étudiants, on ne sait jamais. Il vaut mieux leur foutre la paix. Mais on a effectivement le bouc émissaire, c'est le cheminot. Donc vous dites très simplement, on tape aujourd'hui sur les cheminots parce qu'on pense que c'est populaire. Je pense que c'est populaire, que c'est un bouc émissaire, que c'est un leurre qui permet de ne pas voir les vrais problèmes des retraites. Nicolas Bavrez, quelque chose me dit que vous n'êtes pas d'accord. En fait, je vais peut-être l'être en partie. Le premier élément, c'est qu'on a parlé de cette logique de la confrontation et du rapport de force. Et il me semble que depuis l'été, en fait, on a eu 2 phases. C'est-à-dire qu'on peut faire des réformes de 2 manières, sur le charisme, la dynamique. Et c'était, à l'origine, le choix de Nicolas Sarkozy. C'est ce que j'appellerais la version New Deal. Et ça a donné des résultats. Par exemple, la loi sur le service minimum, où on avait des acteurs qui étaient à peu près les mêmes et qui finalement est passée. Également, la loi sur l'université. Manifestement, elle n'empêche pas de faire grève, même si elle devient effective en 2008. Hein. On peut discuter de... Mais vous savez qu'elle... Je suis désolé de vous faire remarquer que cet exemple que vous nous donnez n'est pas concluant, en tout cas pour ce qui nous préoccupe en ce moment. Elle s'applique à partir du 1er janvier, comme vous l'avez rappelé. Il y a eu également... Il n'était pas interdit de la mettre en place avant. Hein. Il y a eu la loi sur l'université aussi, avec l'accord des organisations étudiantes. Donc, cette version négociée a fonctionné. Et puis, ça s'est enrayé à l'automne. Et là, on est passé effectivement à une logique de confrontation et qui va aller à son terme parce que les uns et les autres l'ont dit, à peu près tous les acteurs le veulent aujourd'hui et l'opinion a changé. Les syndicats, Nicolas, les syndicats sont piégés là. Et par ailleurs, la situation s'est beaucoup durcie avec le retournement de l'économie. Donc ça, c'est le climat général, c'est une épreuve de force, mais personne ne la voulait vraiment à l'origine. Mais on est dans un paquebot, excusez-moi, c'est le Titanic, personne ne maîtrise rien, et on part sur une semaine de grève dure que personne n'a prévu. Que personne ne veut vraiment. Que personne ne veut vraiment, ça a été, mais qui va néanmoins se dérouler. C'est pour ça qu'il y a une dimension de symbole politique, et ça, c'est absolument vrai. Alors, il y a la dimension du symbole politique, mais derrière, il y a aussi des choses sérieuses. On l'a dit, il y a le problème des retraites. Problème des retraites, il y a l'espérance de vie. Je rappelle qu'on a quand même accumulé aussi 120 milliards d'euros de dettes sociales depuis 1990. Et donc ce trou, il est béant et il faut bien le combler. C'est d'ailleurs pour ça, je note que lors de la dernière élection présidentielle, les 3 candidats des partis de gouvernement avaient tous dit qu'il faudrait reparler des retraites, avec le rendez-vous de 2008 ou en l'anticipant. Les régimes spéciaux, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que les 3, je dis bien les 3 candidats des partis de gouvernement posaient le problème des régimes spéciaux? Parce qu'on a là une situation qui est extrêmement choquante sur le plan de l'équité. Aujourd'hui, en moyenne, dans les régimes spéciaux, on part autour de 55 ans et on a 75% de son salaire. Et on a une espérance de vie, de 10 ans supérieure
aux gens qui vont travailler jusqu'à 65 ans pour avoir 65% de leur salaire. Plus des bonifications, c'est-à-dire que par exemple à la SNCF, quand vous passez 5 ans dans l'entreprise, vous avez une année de retraite en plus des décotes, c'est-à-dire un abattement qui est plus favorable, et plus des conditions de cotisation qui sont également plus favorables. Donc, ça aboutit à quoi? À un chiffre très simple, 4% des retraités touchent 9% des pensions. Et ça, quand on est dans un système qui a des problèmes d'évolution à cause de la démographie et qui n'est plus financé, eh bien, il faut le traiter parce qu'on ne peut pas dire aux salariés du secteur privé, vous allez travailler jusqu'à 40 ans, aux fonctionnaires, vous allez travailler jusqu'à 40 ans, et à un petit groupe de gens, vous allez pouvoir partir, en fait, comme avant, dans des conditions qui sont des conditions très privilégiées. Ça n'est pas possible dans un pays qui est dans la situation que connaît aujourd'hui la France. Est-ce que ça veut dire que tout simplement vous n'êtes pas d'accord, que vous n'employez pas les uns et les autres de la même façon le mot équité, parce que c'est ça qui paraît le plus extraordinaire quand on vous écoute. Ou en tout cas l'équité n'est visiblement pas la même pour tout le monde dans la façon dont au moins on emploie le mot. Si vous voulez, sur le fait de partir, que tout le monde parte, j'allais dire, on peut ensuite avoir dans la plupart des pays développés, vous avez un nombre de régimes de retraite. Il y a un régime unique assez rarement, mais vous en avez entre 2 et 4. Nous, on en a autour d'une dizaine. Et c'est vrai qu'on a laissé se créer des poches d'inégalité qui sont considérables. Non, mais ce que vous appelez inégalité, Nicolas Bavret, franchement, ça veut dire que des individus sont relativement mieux lotis, je dirais pas privilégiés, que d'autres. On a fait une réforme sur le privé qui était la réforme Balladur, qui fait que désormais, on ne cotise plus sur les 10 meilleures années, mais sur les 25 meilleures années. Du coup, les pensions se sont effondrées. Et l'avenir des gens du privé, c'est un effondrement des pensions. Mais ce n'est pas la faute des gens qui ont encore une bonne retraite. Non, mais c'est payé par les autres. Aujourd'hui, il y a 5 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises, 5 millions d'euros payés par les contribuables, qui sont versés aux entreprises publiques qui ont un 5 millions ou 5 milliards, vous avez donné les deux chiffres. Pardon, 5 parce que c'est pas la même chose, voilà. Je suis tout à fait. Je vous en prie. 5 milliards d'euros. Laissez-le terminer. Régime général, déficit du régime général, 4 milliards d'euros. Moi, la question que je voudrais adresser à Madame Dumas, c'est qu'effectivement, les salariés de ce pays, personne ne les représente. Aujourd'hui, les syndicats défendent quelques centaines de milliers de gens qui sont effectivement dans des conditions très privilégiées par rapport au reste des salariés, et les 16 millions de salariés qui payent comme contribuables, qui payent ensuite en partant plus tard à la retraite et dont les cotisations vont servir à payer ceux qui vont partir à 55 ans avec 75% de leur salaire, eh bien cela aujourd'hui dans notre pays, personne ne les défend. Et il est là le scandale. Et ça, c'est très bien parce que je crois qu'il vous posait la question à vous. Donc non, je ne peux pas laisser dire que personne ne se préoccupe, en tout cas du côté syndical, des salariés du privé. Que les salariés du privé soient moins syndiqués qu'on ne l'est dans le public, et que ça explique pourquoi le gouvernement s'acharne autant sur le public et sur les cheminots, ça c'est vrai. Mais les raisons pour lesquelles les salariés du privé sont moins syndiqués, ils le disent eux-mêmes. La première raison pour laquelle ils ne sont pas syndiqués, c'est la crainte des représailles patronales. Mais on ne peut pas, 15 000 délégués sont licenciés chaque année. Après, évidemment, quand il n'y a pas ou peu de syndiqués dans une entreprise, eh bien, on connaît mal ce que les salariés ressentent et on est moins efficace. Ce qui fait le syndicat, c'est les gens qui le constituent. Et donc, je fais un appel aux salariés du privé. Est-ce que vous avez bien dit que le gouvernement s'acharnait aujourd'hui, dans les professions et notamment sur les fonctionnaires ou, en ce qui concerne les régimes spéciaux, sur les gens qui sont syndiqués parce qu'ils sont syndiqués, parce qu'il y a de forts taux de syndicalisation plus importants que dans le reste du pays et notamment dans le privé, qu'on essaie de leur taper dessus. Vous pensez que c'est le but du gouvernement? Je pense que ça fait partie des objectifs que le gouvernement a en tête, de faire la démonstration que là où les syndicats sont forts, ça n'empêche pas le gouvernement de parvenir à ses objectifs et du coup donner comme message à l'ensemble des salariés, il n'y a pas besoin de vous syndiquer, on peut passer ensemble. Nicolas Bavret, non attendez, allez-y. Je pense que c'est un objectif. Si on prend la fonction publique qui maintenant est alignée et qui est un secteur syndicalisé aussi, on voit très bien qu'il n'y a pas de problème de retraite aujourd'hui sur la fonction publique qui est un secteur très syndicalisé parce qu'elle a été alignée avec le reste. Donc le problème des régimes spéciaux, il est posé pas parce que les gens sont syndiqués, mais parce qu'effectivement, on a un système qui ne convient. Et c'est pour ça, je le répète, y compris pour Vincent Payon, que Ségolène Royal, dans son programme, figurait
la réforme des régimes spéciaux et que l'origine se trouve dans le rapport Charpin qui avait été fait sous le gouvernement de Lionel Jospin et qui pointait déjà le problème. Et il avait raison. Il faut quand même qu'on arrive... Toute la difficulté, Nicolas, c'est bien le sens de l'équité. Vous seriez très convaincant sur la nécessité de faire la réforme, il faut qu'elle soit juste. Si, lorsqu'on a fait 15 milliards de cadeaux fiscaux, 15 milliards, on parle bien de 200 à 600 millions d'économies sur les régimes spéciaux. 15 milliards de cadeaux fiscaux à ceux qui sont les plus privilégiés. Avec 2500 contribuables français qui ont reçu un chèque au premier semestre de l'année 2007 de plus de 50 000 euros. Si alors vous étiez indigné, si vous aviez expliqué à tout le monde qu'il y avait là un scandale, au moment où effectivement il faut que tout le monde contribue également à l'effort national, vous auriez été convaincant. Mais lorsque les seuls privilégiés que l'on désigne, ce n'est pas M. Bolloré, M. Arnaud, dont on apprend qu'ils gagnent par des milliers et des milliers de SMIC annuels. Mais ce sont les cheminots. Vous ne fait pas le reste. Êtes-vous en train de dire que le pacte... Pardonnez-moi. Alors, il y a un vrai problème. Non, justement, êtes-vous en train de dire que ce que vous appelez... Parce que c'est dérangeant. Parce que c'est dérangeant et qu'on n'ose plus rien dire dans ce pays. Siècle, Vincent Payon. C'est vous, l'archaïsme. Vous recommencez 95. Vous êtes encore uniquement sur la réforme des régimes spéciaux sans proposer de réforme générale. Mais vous le savez Qu'est-ce qu'il y a de moderne dans votre attitude? Rapport de force. Premier ministre qui dit j'ai pas peur, mais qui veut lui faire peur? On veut juste que la France soit bien gouvernée. Elle ne l'est pas. Oui. Une croissance dans un contexte. Ah bon, c'est autre chose? Bah oui. Parce que vous pensez qu'il y a de la croissance, qu'il y a de la création d'emplois, ça n'aime pas à la protection sociale. Juste un mot, Vincent Payon. Jean-François Copé va me répondre. Non, Vincent Payon. Non, juste une chose. Systématiquement la croissance à la baisse. On est à 1,7. Non, mais attendez. On a un déficit qui est total. S'il vous plaît, sans jeter trop de chiffres à la tête, est-ce que vous nous dites clairement, est-ce que vous venez de nous dire, mais je vous dis pas le contraire, mais est-ce que vous venez de nous dire que ce que vous appelez les cadeaux fiscaux, ça discrédite totalement un gouvernement pour réformer ensuite les régimes spéciaux? Mais bien entendu, et quand même la Cour des comptes, je vous l'ai dit tout à l'heure, où ce ne sont pas que des gauchistes, c'est quelqu'un qui a soutenu la majorité, dit il y a on a un record, 13 milliards de déficit de la protection sociale. Je ne vous parle pas du déficit de la France depuis que M. Sarkozy, il a dit il faudrait quand même pas seulement taper sur les petits salaires. Si je puis me permettre, le déficit préexistait. Hein, mais pas du tout. Voilà. Il était de 0 en 2002. Vous voulez qu'on parle de chiffres? On va dire les vrais chiffres. Quel est le déficit de la protection sociale en 2002? 0. Il est à 13 milliards aujourd'hui. En cumulé, effectivement, il est à plus de 100 milliards. Voilà. Non mais excusez-moi. Mais en cumulé, il est à plus de 100 milliards. Donner les vrais chiffres. Si vous voulez les contredire, vous pouvez le faire. Mais non, pardonnez-moi. On a un déficit cumulé de 100 milliards ou pas? Bien entendu. D'accord. Mais on était à 0 et on est aujourd'hui à 13 milliards annuels. Vous vous rendez compte de ce que c'est et de quoi on parle dans cette affaire quand on parle des 200 ou des 600 millions d'économies? Je reviens à la Cour des comptes. Pourquoi alors à ce moment-là, il n'y a pas indignation, vous en veniez d'ailleurs de la Cour des comptes, pour dire effectivement, il y a les parachutes dorés, il y a les stock options, il y a les attributions d'actions. Pourquoi on ne fait pas prélever un certain nombre de prélèvements sociaux là-dessus, puisque la Cour des comptes elle-même, qui je le rappelle n'est pas un appendice de la Ligue communiste, nous dit il y a plus de 2,5 milliards à prendre. 2,5 milliards, c'est 5 fois ce qu'on va prendre sur les régimes spéciaux. Alors je vous réponds, oui à une réforme des régimes spéciaux, oui à une réforme des retraites, mais une réforme juste et si possible efficace. Jean-François Copé, on tourne autour depuis un certain temps, pardonnez-moi, c'est l'idée que, en gros, on fait payer à des gens, en gros, qui ne le méritent pas, les frais d'une politique injuste, et que ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il y aurait une vision idéologique, en particulier dans les troupes de l'UMP à l'Assemblée nationale, de voir aller clairement à un affrontement, et un affrontement rude. Pouvez-vous nous dire non, ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Et je récuse totalement et ce vocabulaire guerrier, et je veux dire que ceux qui se sont laissés prendre à l'utiliser me paraissent à côté de la plaque, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité. Deuxièmement, dire à Madame Dumas que je suis profondément choqué du procès d'intention qu'elle fait au gouvernement, qu'elle combat, ce qui est tout à fait respectable, et qui consisterait... J'agis pour les revendications. Oui, bien sûr, et vous faites pas de langue de bois en disant ça. Mais en tout cas, il faut pas se tromper, moi je suis profondément choqué qu'on puisse faire ce procès d'intention au gouvernement que de dire il veut s'acharner sur telle ou telle catégorie. Il s'agit d'une réforme qui est une réforme d'équité, ce que d'ailleurs Nicolas Bavrez a fort brillamment développé. Enfin, troisième point, Vincent Payon, le coup de la gauche qui s'indigne des déficits de la droite, il vaut mieux en sourire. Pourquoi? Parce que vous avez juste pas pris le bon exemple. Et vous parlez à quelqu'un qui a été un peu ministre du budget et qui se souvient. Oui, bien sûr, sans doute. Quand j'ai eu l'occasion d'en débattre avec vous. Vincent Payon, sans doute, mais à chaque fois non mais je finis. Décrochage de la France. Je finis puis après. Au niveau non mais attendez, européen, Vincent Payon. Depuis 2002. Depuis
depuis qu'il est député européen, il prend l'habitude de plus laisser les autres finir leur phrase. Moi, je croyais que c'était minuté au Parlement européen. Visiblement, ça l'est pas du tout. Allez-y, intéressant. Il y a un échange démocratique. C'est-à-dire, pour ça, il faut que j'ai le temps de finir ma réponse. Vous n'avez pas parlé moins que moi. Donc allez-y. Ah bah ça, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, je vous répondrai. Vous occupez tous les médias, Monsieur Sarkozy, on le voit partout. Donc vous permettez que pour une fois, on puisse dire la réalité des dossiers. Il n'y a pas que votre Vincent Payon, vous m'autoriserez à vous faire remarquer que dans l'émission à laquelle vous participez, vous êtes les uns et les autres à temps égal, régulièrement invités. Je peux pas vous laisser dire ça. Mais c'est des vieilles techniques. Georges Marchais faisait ça. Moi, je me rappelle quand on était petits. Voilà. Là, vous êtes un peu vache quand même. Mais d'un autre côté, à Champigny, ils avaient pas vu la correspondance. Est-ce qu'il ne l'a pas cherché depuis tout à l'heure? Est-ce qu'il ne l'a pas cherché? Si, bien sûr. Bon, c'était pour ça le cabage en fait. Oui, exactement. Bon, oui. Non mais juste de durée avec les si je peux éviter d'être el cabachisé, donc allez-y. Donc simplement, pour essayer de finir une phrase, je vais tenter l'exercice. Il a choisi, quand il a expliqué avec des trémolos dans la voix, quand il a expliqué avec des trémolos dans la voix que la gauche regardait les déficits, je veux juste rappeler qu'il n'a pas pris les bons chiffres. Quand Jospin a quitté en 2002, c'était 49 milliards le déficit de l'État. L'année dernière, j'ai terminé mon année budgétaire à 35 milliards. Donc je crois qu'il faut rester très calme sur les comparaisons chiffrées. Enfin, troisième et dernière remarque. La vraie question est, est-ce qu'il y a une idéologie et un goût du rapport de force? Alors, là-dessus, juste un mot. Le coût des cadeaux fiscaux que dénonce la gauche à longueur de temps, ça commence à bien faire. Je rappelle que l'essentiel des baisses d'impôts que nous avons décidées cet été, elles visent les salariés qui demain feront des heures supplémentaires et qui seront alors exonérés d'impôts sur le revenu. C'est donc leur rendre du pouvoir d'achat pour qu'ils consomment, qu'ils investissent et qu'ils en... Non mais ça c'est autre chose. Ça veut donc dire, ça veut donc dire, Monsieur Maris, qu'en réalité, ces baisses d'impôts, elles vont correspondre exactement au travail supplémentaire accompli. Il faut bien sûr qu'il y ait des heures supplémentaires. Pour ça, il faut qu'il y ait de la croissance. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait aussi des exonérations de charges sociales. Je comprends que vous soyez contre, vous êtes tous les deux à gauche, et pour toute une série, Oui, ça c'était le choc de confiance. Attendez que ça vienne. Mais vous êtes quand même d'accord que vous le souhaitez quand même pour la France. Mais il était annoncé là. Monsieur Payon, vous révisez vos perspectives de croissance. Non, écoutez, les prochaines perspectives sont très encourageantes. Alors demain. Non, c'est celle de ce trimestre et le prochain. Mais Monsieur Payon, c'est 1,8, soyez sérieux. Non, mais Monsieur Payon, juste une chose. Vous le souhaitez quand même pour la France, on est d'accord. Vous êtes d'accord, c'est bien si ça marche pour la France. Bon, eh bien donc j'ai le plaisir de vous dire que toutes les informations dont nous disposons, c'est des informations de croissance très encourageantes pour la fin de cette année. Et je suis sûr que vous allez vous en réjouir, comme tous les Français. Il faudra juste que ça soit confirmé par la réalité. C'est le principe. Si c'est une information, on est heureux d'entendre c'est une indication. Bon, deux commentaires. D'abord, Bernard Vivier, on a l'impression que c'est pas simple. Alors, est-ce qu'on est réellement sur une contracture en ce moment, ou est-ce qu'on est encore un peu dans un théâtre d'ombre? Et on va trouver une issue. Oui, vous savez, dans Marivaux, il y a un morceau de Marivaux qui dit « Malgré la comédie, tout ça, c'est bien vrai de notre maîtresse parce qu'ils font semblant de faire semblant. » Alors, je sais pas si on comprend, mais on comprend en tout cas qu'ils font semblant de faire semblant. Parce que ce soit à droite, à gauche ou à l'extrême centre, tout le monde sait, dans les équipes militantes responsables, dans les états-majors politiques, pas syndicaux mais politiques, nous savons tous qu'il va falloir augmenter la durée de vie au travail. Alors ça ne veut pas qu'on a fait semblant là. Ça ne veut pas dire pour autant que il ne va falloir travailler, que le temps que l'on gagne, il va falloir continuer à être condamné à travailler davantage. Mais c'est clair qu'il y a des impératifs économiques, démographiques, nos économistes peuvent nous le dire, et nous devons travailler davantage parce que ce sont des questions d'équilibre budgétaire, à droite ou à gauche. Mais oui, il y a une contracture idéologique dans la mesure où ces réformes, celles-ci sur les régimes spéciaux, mais quantité d'autres réformes, sont aujourd'hui entre les mains de l'État. Et les vraies réformes devraient être, comme partout en Europe, conduites par les partenaires sociaux. Or, dans notre pays, nous avons toujours une vision dirigiste, étatique, collectiviste d'une certaine façon, et non pas libérale, au plein sens du terme. Et nous n'avons pas des partenaires sociaux qui sont rendus libres. Et nous avons aujourd'hui un président de la République qui joue sa carte politique, qui a tout gardé vers lui, qui a toutes les cartes et qui évidemment attire maintenant la foudre. Nous sommes clairement à un tournant politique sur un dossier qui aurait pu ne pas l'être. Vous dites que c'est le vrai premier tournant de ce quinquennat? Tout à fait. Renaud délie deux choses. Le gouvernement en permanence fait référence à des études, et ceux qui sont d'ailleurs généralement favorables à cette réforme, fait référence à des études qui, en gros, font dire aux Français qu'ils soutiennent globalement et largement le
le gouvernement. Moi, ces sondages, je les ai jamais vus. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer qui les a, pourquoi, qui les utilise et comment? Alors, c'est notre notoriété publique. C'est pas une surprise que Nicolas Sarkozy soit particulièrement féru de sondages. Il en commande régulièrement, de très longue date. Avant même, ça a été essentiel dans sa conquête de l'Élysée. Donc, il regarde des sondages matin, midi et soir, et la position de l'opinion est essentielle. Nicolas Sarkozy en tient compte. C'est vrai qu'il y a une batterie de sondages non publiés qui sont faits de façon très régulière, commandés par l'Élysée et par les principales formations politiques, y compris par l'UMP. Et effectivement, tous ces sondages, mais aussi ceux qui ont été publiés, montrent qu'une majorité de Français, aujourd'hui, à l'heure où on parle, soutient la réforme des régimes spéciaux de retraite. Mais cette réforme-là, bien précisément. En l'occurrence, il y a entre 59 et 65% des Français, selon les études, qui soutiennent la réforme des régimes spéciaux de retraite, ce soutien dépassant les catégories traditionnelles du soutien de la majorité. C'est vrai que on entendait tout à l'heure Jean-François Copé évoquer parce qu'il y a toute une genèse, une histoire de cette réforme des retraites. Ça veut dire que même chez les amis de Vincent Payon, la réforme est soutenue? Il y a une légère majorité des sympathisants socialistes qui sont plutôt favorables à la réforme des régimes spéciaux de retraite. Il y a guère que effectivement les sympathisants d'extrême gauche ou les sympathisants communistes qui sont foncièrement hostiles à cette réforme. C'est vrai que le soutien dépasse le cadre étroit des électeurs de l'UMP. Mais sur cette réforme bien précise, laquelle, on l'a compris, fait partie d'un ensemble relatif à la protection sociale, sur lesquels, là, il y a des inquiétudes des Français qui peuvent dépasser ce cadre étroit. On a bien entendu Jean-François Copé tout à l'heure rappeler effectivement l'histoire de cette réforme des retraites. C'est-à-dire qu'il y a eu la réforme de 2003, celle des fonctionnaires. Dans l'argumentaire de Jean-François Copé, il évoque évidemment les enseignants qui sont déjà passés à 40 ans. C'est pour ça que l'équité, argument qui est brandi par les deux camps ce soir, est brandi en l'occurrence sur cette catégorie aujourd'hui des cheminots, pour faire court, qui profitent encore des régimes spéciaux. Tout est une question de cercle, de rayon d'action de l'équité. Soit on s'en tient à cette catégorie-là, effectivement l'argument de l'équité peut être audible au regard notamment du passé, de la réforme de 2003 et de la réforme de 1993 qui portait sur les salariés du secteur privé, soit on étend l'argument de l'équité à l'ensemble d'une politique économique, notamment relative au pouvoir d'achat, qui est aujourd'hui la vraie crainte du gouvernement. Nicolas Sarkozy ne craint pas grand-chose sur la réforme des régimes spéciaux. Il est persuadé, effectivement, peut-être à tort, mais de l'emporter à terme. Là où il y a une vraie, notamment parce qu'il fait ce qu'il a dit. Ça se maîtrise autant que ça, les conflits sociaux, le mécontentement de ceux qui veulent pas voir leurs régimes spéciaux être réformés, ou de ceux qui vont être bloqués pendant 2, 3, 4. Agnès nous disait tout à l'heure, dans certains endroits, un mouvement de grève qui pourrait aller jusqu'à la fin de la semaine. Enfin voilà. Non mais il peut se tromper. Attention, Nicolas Sarkozy peut se tromper. Même lui peut se tromper. Ce dont je suis persuadé, c'est qu'aujourd'hui, il est persuadé d'avoir tous les atouts en main sur cette réforme précise. La grosse différence avec 1995, c'est qu'il fait ce qu'il a dit. En 1995, s'il y a eu rapidement une coagulation de l'opinion contre le plan Juppé, on peut penser que c'est notamment parce que l'opinion avait le sentiment d'avoir été trompée par Jacques Chirac, qui avait fait une campagne totalement inverse de ce qu'il a fait lors de ce virage de 95. En revanche, je pense, et l'intervention de Vincent Payon était intéressante à ce titre-là, que la gauche essaye effectivement de coaguler autour de cette réforme des régimes spéciaux d'autres préoccupations relatives à l'ensemble de la protection sociale, au niveau de vie, au pouvoir d'achat. Votre second débat est consacré au prix de l'essence. Oui. En l'occurrence, là, le sondage après sondage, l'opinion pointe l'inefficacité aujourd'hui du gouvernement, ce qui est peut-être logique, parce que le gouvernement est impuissant sur une question comme ça, pour répondre à ce problème-là. Je voudrais qu'on reste au cœur de ce qui est... voilà, la politique, c'est aussi noble, même si parfois ça avance de façon stratégique. Mais est-ce que vous pensez que au cœur du dispositif présidentiel et des ambitions présidentielles en ce moment, il y a la volonté d'obtenir gain de cause sur un bras de fer qui aura quand même eu lieu, et finalement, on le fait vivre ce soir d'une façon ou d'une autre, pour, en quelque sorte, franchir un cap et une étape dans son quinquennat. Oui, ça a été rappelé, il y a eu une période effectivement de réformes qui sont passées au printemps de façon plutôt consensuelle. Il y a une dégradation du climat économique à la rentrée. Il y a quand même de fortes incertitudes sur la croissance. Il y a une montée des périls autour de la question du pouvoir d'achat. Et il y a des réformes qui, au sein de la majorité, au sein du groupe UMP dont s'occupe Jean-François Copé, passent mal. Je pense à la réforme de la carte judiciaire. Aujourd'hui, Rachida Dati ne peut pas se déplacer en province sans subir la grogne des élus UMP qui protestent fortement contre cette réforme. Il y a la réforme des institutions, il y a la proportionnelle qui a soulevé une levée de bouclier au sein de la majorité, au sein du groupe UMP, et il y a les élections municipales qui approchent. Nicolas Sarkozy a évidemment
l'ambition de faire des élections municipales un test national. Il a toujours dit que ce serait un test national et il a besoin pour ça d'avoir une majorité soudée derrière lui. Je pense que la réforme des régimes spéciaux lui en offre la possibilité. Bernard Maris, vous pensez que cette analyse est juste, celle de... Oui. Il a envie, notre président, d'aller là un peu à la casse. Et je pense qu'en face, il y a déjà une mentalité de vaincu, si je puis dire. Je me souviens la dernière fois, j'étais à un débat avec une jeune femme qui était conductrice de la RATP. Elle disait, mais bien entendu, on va perdre. Comment peut-on gagner? Il est évident qu'ils ont été un petit peu acculés dans une nasse. C'est un peu tragique ce qui leur arrive au syndicat. C'est-à-dire qu'au fond, on les a poussés jusqu'au bout en disant, voyez, bon, ils sont bien obligés de résister. Hein, mais comment peuvent-ils gagner? Puisqu'effectivement, à coup de sondage, l'opinion n'est pas favorable. On ne comprend pas le problème. L'injustice qu'il y a, justement, à désigner ces gens comme des boucs émissaires. Je trouve ça profondément injuste, personnellement. On dit aux Français, il faut travailler plus. Vous savez que la France est un des pays où l'on travaille le moins entre 55 et 60 ans. Pourquoi? Parce que les gens parce que les patrons ne veulent pas embaucher les gens, parce que les chefs d'entreprise n'aiment pas embaucher les gens, parce qu'il y a eu le problème des gens qui sont partis en pré-retraite pendant très longtemps. Oui. Bernard Maris, sauf que on parle quand même, on est dans un pays démocratique où on parle d'une réforme qui était vraiment très clairement annoncée par le président de la République dans le cadre de la campagne présidentielle, qui était soutenue, en gros, même en employant des mots un peu différents par la candidate socialiste, et sur lesquels les Français continuent de marquer une certaine approbation dans les enquêtes d'opinion. Voilà. Parce que les Français, justement, on les a fait passer ils sont tous maintenant en 40 unités, parce que bon, je sais pas, en tant qu'enseignant, j'aurais bien aimé rester à 37,5, évidemment que j'aurais bien aimé. Bien sûr, mais on m'a pas donné le choix. Si j'avais eu le choix, c'était moi qui avais voté la loi, je l'aurais pas voté parce que je trouve ça très bien de partir à 37 ans et demi, de faire autre chose ou d'avoir un petit peu de profiter de cette espérance de vie. Je suis désolé, hein, Yves Calvi. Peut-être vous êtes un fanatique du travail, mais je trouve qu'il faut profiter, surtout pour les classes les plus défavorisées. Il faut profiter un petit peu de l'espérance de vie, c'est vrai, de ce gain d'espérance de vie. Donc c'est pas vraiment des cadeaux qu'on leur fait. L'espérance de vie, c'est pas un cadeau. L'espérance de vie, c'est un gain de la société, c'est un grand progrès. Pourquoi veut-on justement utiliser ce progrès? Au travail accompli par nos aînés pour nous permettre de trouver le progrès. Et ça vaut peut-être la peine de se dire que pour nos enfants demain, en travaillant plus, on leur donnera aussi plus de progrès. Alors dites-leur, de façon très honnête, qu'ils n'auront pas les niveaux de retraite que vous avez eus et qu'a eu la génération d'il y a 10 ans. Ils auront la moitié. Oui, mais à ce moment-là, je vais peut-être leur dire je vais peut-être leur dire autre chose. Je vais peut-être leur dire que si on prend des décisions douloureuses aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour que demain, on puisse leur transmettre un meilleur témoin. Mais ça, on n'en sait rien du tout. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que si on ne prend pas ces décisions, alors effectivement, il sera trop tard. Et si je peux me permettre, par rapport à parce que vous posiez une question qui me paraît très importante. Personne, en réalité, ne sait ce qui va en être des jours qui viennent. C'est pas la peine de jouer les boules de cristal. Moi, je suis désolé. J'entendais, on me disait, oh là là, mais on veut se payer une grande révolution thatchérienne. C'est pas l'ambiance. Croyez-moi, c'est pas l'ambiance. Bien sûr qu'il y a une action politique. Bien sûr qu'il y a nécessité d'anticiper les événements et de voir les réactions. Mais moi, je voudrais vous dire une chose. Personne ne sait, en réalité, combien de temps va durer ce mouvement, comment les uns et les autres vont se comporter, et je voudrais ajouter autre chose. Et votre groupe UMP à l'Assemblée, il n'a pas envie de se taper un bon conflit pour marquer le coup avec la SNCF, là. À l'ancienne, un peu archaïque, vous voyez, du genre... je peux vous dire... Non, mais je vous pose la question. Non, mais je peux vous dire que c'est pas du tout l'ambiance. L'ambiance, elle est... Un peu à la Marchais, comme vous citiez tout à l'heure. Non, ça c'est du côté de... On va se faire les rouges à la SNCF. Non, nous, l'ambiance... C'est pas des sentiments que vous connaissez. Non, l'ambiance, elle est plutôt à espérer, évidemment, que les choses se passent de manière le plus apaisée possible. Au moins pour une raison. Au-delà de l'intérêt économique, de l'intérêt national. C'est parce qu'on a tous une pensée pour ceux de nos administrés qui vont se taper des journées entières de cauchemars. Vous savez, moi je suis maire de Meaux, c'est une ville où 35% de la population active travaille à Paris. On a le souvenir de 95. 3 heures le matin, 3 heures le soir pour rentrer, dans des conditions... Bah écoutez, je suis content que vous le disiez vous-même, parce qu'il y a une réalité au quotidien qui est au moins aussi respectable que celle qui concerne ceux pour lesquels vous avez émis vous-même des regrets, à savoir ceux qui sont aujourd'hui bénéficiaires des régimes spéciaux. Je crois que ça vaut peut-être la peine, puisque vous ne l'avez pas fait, je viens à votre renfort, de faire observer qu'effectivement, ce sont des millions d'habitants, en particulier d'Île-de-France, mais dans les autres régions, qui vont se trouver prisonniers de ça. Nous, on organise beaucoup de maires, on organise du covoiturage, enfin on a remis en place les systèmes qu'on avait fait il y a quelques années, parce qu'on sait très bien que c'est une manière aussi
d'essayer de passer ça le moins douloureusement possible. France 2 aussi, j'ai reçu au moins 10 mails cet après-midi. Alors, Maryse Dumas. Personne ne peut imaginer qu'un gouvernement, avec les moyens qu'il a aujourd'hui, une majorité qui est bien assise du point de vue électoral dans le pays, etc., ne puisse rien faire et voir arriver une catastrophe pour des millions d'usagers des transports sans pouvoir rien faire. Nous alertons depuis le début de l'engagement de cette réforme avec notre volonté de négocier. Le 18 octobre, nous avons tenu difficilement, mais nous avons tenu sur l'idée 24 heures de grève, pas plus, de façon à laisser, on a montré notre rapport de force. Donc là, vous nous dites que vous avez été responsable. Absolument, de façon à laisser la place et le temps à la négociation. Et d'ailleurs, il y a eu des avancées depuis. Vous le savez, écoutez, sur les bonifications, sur la décote, vous le savez très bien. Et vous avez passé ça par pertes et profits. Il y a 23 organisations syndicales concernées par le champ des régimes spéciaux. Sur ces 23 organisations syndicales, il y en a 20 Merci Agnès Molinier. Il y en a 20 sur 23 qui seront dans la grève demain. Est-ce que vous croyez vraiment que si le gouvernement avait vraiment négocié, s'il avait vraiment mis des mesures équitables sur la table, parce que l'équité, c'est pas seulement le nombre d'annuités, c'est regarder sur une carrière les cotisations qui sont supérieures dans les régimes spéciaux qu'elles ne sont dans le privé, c'est regarder sur quoi on cotise. On n'a pas de retraite complémentaire dans les régimes spéciaux. On ne cotise que sur la partie salariale. Résultat, aujourd'hui, 50% des cheminots à la retraite ont moins de 1 000 € par mois à leur retraite. Mais vous savez pourquoi il y a ça? Mais non, mais ça, cet argument, ça vaut la peine de s'arrêter dessus. Pourquoi est-ce qu'ils sont à moins de 1 000 €? Parce qu'il y a un coup près aujourd'hui. Il y a un coup près qui oblige les gens à partir à 55 ans. Mais bien sûr. Vous interrompez les gens et vous en avez le droit. Je continue. On parle de la réforme des retraites pour les fonctionnaires, etc. Mais pour le privé, d'abord, on a ramené le privé aux 40 annuités, mais on n'a pas résolu le problème de l'emploi. Ensuite, on met les fonctionnaires à 40 annuités, mais depuis cette réforme, est-ce que les choses vont mieux? Est-ce que le régime des retraites est garanti? Est-ce qu'il est financé? Est-ce qu'on a trouvé de l'emploi pour les salariés au-delà de 50 ans? Est-ce qu'on a trouvé de l'emploi et du vrai emploi pour les jeunes qui galèrent dans des emplois précaires? Est-ce qu'on a permis aux femmes d'avoir des carrières complètes? Est-ce qu'on a négocié sur la pénibilité du travail pour les salariés du privé? Justement, Monsieur Bavresse, ça fait 3 ans qu'on nous promet dans la loi de 2003 la négociation pour la prise en compte de la pénibilité, parce qu'elle existe, la pénibilité. Il faut arrêter de dire les choses c'est moderne, etc., etc. Non, il y a des anciennes pénibilités qui subsistent pour des millions de salariés encore, et il y en a des nouvelles. Le stress au travail, on l'invente pas. Les salariés qui se suicident au travail, on l'invente pas. Un suicide par jour de salariés au travail, reconnu comme lié aux conditions de travail par la sécurité sociale. Et ça, on estime, on passe ça sous la table. C'est ça qui est l'enjeu, c'est ça qu'on veut négocier. L'équité, elle est là. Mais celle-là, on nous la refuse. On nous refuse cette négociation parce qu'on a décidé l'affrontement avec une profession en particulier et avec les syndicats. Je peux vous faire confiance, c'est vraiment un mot. Et je donne la parole à Nicolas Bavresse, qui vient d'être interpellé, en l'occurrence, par Maryse Dumas. En écoutant Maryse Dumas et votre question, je pense qu'on rendrait un très mauvais service à nos téléspectateurs en faisant croire, qu'on est contre cette réforme et que les syndicats étaient contre. Vous voyez, la CFDT, mais oui, mais vous pouvez rigoler, mais la CFDT qui a mené la réforme de 2003, elle est aujourd'hui. C'est pas un syndicat, parce que je vois aussi la technique, c'est la CGT, on veut casser la CGT. Attention, ça aussi c'est le même climat. C'est l'ensemble des syndicats, y compris les syndicats réformistes, y compris ceux qui disent depuis le début nous sommes pour la réforme, mais pas comme ça. Nous voulons négocier cette réforme. Ça vaut aujourd'hui pour les régimes spéciaux, mais attention, il y a retour en 2008 sur le régime général, et ce sera la même attitude si on a cassé aujourd'hui ces régimes spéciaux. Il faut négocier dans ce pays. Et le Danemark que vous évoquiez tout à l'heure, on prend toujours les social-démocraties du Nord, la droite maintenant comme modèle. Mais précisément ces réformes ont marché parce qu'elles ont été négociées, que les moyens ont été mis, c'est-à-dire qu'elles ont été équitables. Avec des syndicats plus influents qu'en France et plus habitués à la négociation. Et avec des socialistes un peu plus modernes aussi, disons les choses. Attendez, je veux bien, mais puisque vous faites des différences entre les syndicats, avouez que dans ce pays, il y a des syndicats importants, ça leur a coûté cher. Tout le monde est convaincu qu'en France, on a besoin de syndicats plus puissants. Alors ça, je crois. D'accord, mais qu'il n'y a pas une personne qui va dire le contraire autour de cette table. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a un syndicat important qui a signé la dernière réforme des retraites? C'était nouveau. Et cette fois-ci, il dit non. Il dit pas parce qu'il est contre la retraite. En l'occurrence, la CFDT. Il dit parce que ça n'est pas négocié. Et François Chirac dit même en ce moment qu'il a l'impression que le gouvernement fait exprès de pousser, on va dire, loin pour ne pas empêcher les gens d'aller dans la rue. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Alors, Nicolas Bavresse, vous voulez
intervenir. Essayer de revenir un peu au problème économique français dans son ensemble, puisque c'est quand même de ça aussi qu'on a parlé. On a un système économique qui n'arrive pas à faire plus de 2% de croissance, qui fait 8% de chômage, qui fait 2,5% du PIB de déficit public chaque année en structurel. Bon. Au cœur de ça, et c'est là où les régimes spéciaux sont aussi intéressants, on a le corporatisme et l'étatisme. Et le corporatisme, c'est pour ça que je ne cible pas, par exemple, les cheminots. Je vais vous donner un autre exemple qui m'a beaucoup choqué. Alors là, c'est pas du tout dans le secteur public. On a parlé tout à l'heure de la réforme de la carte judiciaire. Les avocats ont proposé, pour soi-disant indemniser des avocats dans les secteurs où on ferme des tribunaux, de les faire partir à la retraite à 55 ans. C'est évidemment une aberration. On ne peut pas du tout accepter ça. C'est pas du tout des cheminots, et je suis évidemment le premier à dire qu'il n'est pas question de faire partir des gens, et que d'une manière générale, l'idée d'indemniser des gens qui ont choisi une profession libérale avec les risques que ça comporte parce qu'on ferme un tribunal, c'est quelque chose qui est tout à fait hors de propos. Donc, vous voyez que ce raisonnement, effectivement, aujourd'hui, le problème posé, c'est celui du... Mais que derrière, il y a toute une série de rentes de protection qui, aujourd'hui, bloquent notre pays, et effectivement, qu'il faut arriver à faire sauter. Donc, le problème, c'est pas seulement les cheminots, le problème, c'est toute une série de professions réglementées qui, aujourd'hui, nous empêchent d'avoir de la croissance. Et donc, c'est derrière cet aspect de régimes spéciaux, c'est cette question qu'on a. C'est très important de dire. Des professions réglementées empêchent ce pays d'avoir de la croissance. Oui, bien sûr. Les agriculteurs, les camionneurs, les marins, les taxis. Les chauffeurs de taxi. Les notaires. Vous pouvez en prendre de très nombreux. Et donc, les militaires. C'est, si vous voulez, derrière cette question des régimes spéciaux, c'est là où elle a un côté symbolique, mais aussi... Il y a vraiment juste une chose, puisque dont on peut essayer de faire bouger le modèle économique et social français. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy doit affronter plus clairement, notamment ces professions réglementées dont vous venez de nous parler? Ça va à terme, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc évidemment, oui. Mais au risque de l'impopularité. Au risque de l'impopularité, bien sûr. Mais il a déjà regardez Schröder, qui n'était pas un homme de droite, que je sache, Schröder, il a fait le retournement de l'Allemagne. Il a accepté l'impopularité. Lui aussi, si vous voulez, la France n'est pas le seul pays où il y a des corporatismes. En Allemagne, c'est un pays qui est terriblement corporatiste. La France n'est pas le seul pays où c'est difficile de faire des réformes. Ça a été difficile au Royaume-Uni, ça a été difficile en Allemagne, ça a été difficile en Espagne, c'est difficile partout. Aujourd'hui... Donc il ne va pas assez loin. Vous dites, moi, pour l'instant, alors que vous l'avez beaucoup soutenu, je trouve que Nicolas Sarkozy ne va pas assez loin dans ses réformes. Ce que je vous dis, c'est que, mais là je crois qu'il y a d'ailleurs une certaine convergence, c'est qu'aujourd'hui on va aller vers une heure de vérité et que ça sera un moment important de son quinquennat. Qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, ensuite on peut... Mais il est clair que va se jouer là non seulement une première partie très importante du quinquennat de Nicolas Sarkozy, parce qu'effectivement, s'il recule ou si ce sont des fausses réformes qui sortent de cette épreuve de force, eh bien, il aura perdu beaucoup de sa crédibilité. Et l'autre question qu'il y a derrière, et qui est plus large que le sort de Nicolas Sarkozy, c'est de savoir si après, quand même, plusieurs décennies d'un pays qui a beaucoup de difficultés économiques et sociales, on arrive à changer son modèle pour le faire repartir. Juste une question, je peux savoir ce que vous appelleriez une fausse réforme concernant les régimes spéciaux, par exemple? C'est la réforme où on maintient pour avoir les 40 ans, on vide complètement les 40 ans de leur portée, avec des bonifications qui font qu'aujourd'hui, si vous voulez, si vous mettez des bonifications importantes, officiellement vous aurez les 40 ans, mais les gens vont partir après 30 ou 32 ans. Si vous mettez une décote très limitée, comme c'est le cas aujourd'hui, les gens partiront avant, mais avec pratiquement pas de sanctions financières. Si vous ne perdez qu'1% de votre retraite en partant un an avant, évidemment, ça n'a aucun sens. Mais quand vous signez votre tribune du titre « Présider, c'est risquer l'impopularité », vous dites bien... Finalement, pour l'instant, il n'y va pas. Ou en tout cas, c'est sur ce qui se joue cette semaine qu'on va juger de son vrai goût de la réforme. Je pense qu'on se trompe en donnant aussi l'horizon de la semaine. Aujourd'hui, je ne crois pas du tout que ce soit un complot déprogrammé, parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'épisodes de violence politique et sociale. Quand on rentre dans ce genre de processus, personne ne sait qui en va sortir et comment. C'est pour ça que quand on dit que l'épreuve de force est gagnée d'avance pour Nicolas Sarkozy, je pense que c'est faux. Mais je pense effectivement qu'il faut qu'il tienne et qu'il faut que les citoyens de ce pays qui veulent qu'il redémarre tiennent également. Renaud Dely. Je ne veux pas inquiéter davantage Nicolas Bavrez, mais c'est vrai que si on regarde le passé de ces dernières années, Nicolas Sarkozy, il négocie ou il lâche, ou il recule d'ailleurs, pour prendre les termes employés par Nicolas Bavrez,
plus souvent qu'il n'en donne l'impression. C'est-à-dire souvent chez Nicolas Sarkozy, il y a évidemment la dimension de la communication de Sarkozy vous a pas échappé. Donc il y a cette communication martiale, cette interpellation, on l'a vu auprès des marins-pêcheurs, on l'a vu devant les cheminots d'ailleurs récemment à Saint-Ouen. Et en même temps d'ailleurs, là en l'occurrence, il s'était un petit peu emmêlé sur le système de décote. Il avait annoncé un peu vite, lorsqu'il est allé voir des cheminots à Saint-Ouen il y a 15 jours, quelque chose qui finalement a été démenti ensuite par Xavier Bertrand. Mais on se souvient par exemple qu'en 2005, enfin même un peu plus tôt d'ailleurs, lors de la réforme Ferry sur l'éducation, c'est lui qui a été appelé au secours de Luc Ferry et qui a reculé finalement, qui a négocié le recul sur les TOS, les personnels administratifs de l'éducation. Voilà. On se souvient que sur le CPE, il était très favorable, il a incité, aussi évidemment pour des considérations politiques, parce que c'était aussi pour évincer Dominique de Villepin à l'époque, qui lui menaçait de lui faire de l'ombre, mais en tout cas il a incité au recul, à la négociation. Donc il peut aussi lâcher, tout en gardant cet air martial et cette dimension belliqueuse, notamment pour satisfaire son camp et ses élus, il peut aussi être finalement plus négociateur. Même avec une bonne communication, ça va se voir quand même, si tel est le cas. Si on regarde bien, ça peut se voir. C'est un peu massacre à la tronçonneuse là depuis 10 minutes là, parce que c'est quand même pas tout à fait l'ambiance. Si je peux me permettre de me mêler de cette discussion qui est intéressante, mais je voudrais quand même rappeler je voudrais simplement dire que depuis 6 mois, on a quand même ouvert beaucoup de chantiers qui, pour toute une série de raisons, n'avaient pas été faits avant ou sur lesquels on avait été obligé de caler. Je dis pas qu'on va y arriver. Je dis qu'on peut pas faire à l'avance un procès d'intention à un président de la République qui prend quand même un certain nombre de risques sur des sujets qui n'avaient pas été touchés avant. Enfin, non, il arrive que des réformes n'aboutissent pas dans l'intégralité de leur contenu, Jean-François Copé. D'accord, mais moi je voudrais faire, si vous le permettez, là-dessus 2 remarques. Et après, donc les analystes politiques ont le droit de le dire. C'est non seulement ils ont le droit, mais je crois que l'intérêt c'est qu'on puisse avoir ce type d'échange. Voilà. Bon, donc à la limite c'est même pas plus mal que ce soit moi qui le dise aussi. Donc là-dessus, moi mon analyse elle est la suivante. Premièrement, il y a une vraie prise de risque sur tous ces sujets. Deuxièmement, il vaut mieux une réforme qui va jusqu'au bout dans l'essentiel de sa philosophie, même si ici ou là, pour la faire aboutir, il y a eu quelques concessions, parce que c'est aussi l'intérêt du dialogue. On est dans une démocratie qu'on veut apaiser. C'est pas pour ça qu'on masque avec des effets de communication donc, il peut y avoir des une réalité. Mais c'est très simple. Oui, ça s'appelle de la politique et de la négociation. Mais ça s'appelle tout simplement du respect, Yves Calvi. Je connais pas de monde dans lequel on puisse aboutir correctement en démocratie, et c'est pas que pour faire de la politique, si on n'écoute pas les uns et les autres. Je regrette d'ailleurs, c'est pour ça, ce que je disais à Maryse Dumas tout à l'heure, qu'on n'ait pas fait qu'on n'ait pas acté qu'il y a eu quand même quelques concessions qui ont été faites. Maintenant, il ne faut pas non plus vider de sa substance la réforme, et Nicolas Bavrez a raison. Il faut trouver le juste équilibre. Mais l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout, et moi, je ne pense pas qu'on puisse faire aujourd'hui de procès d'intention à Nicolas de Sarkozy sur ces sujets. Bernard Maris. Un mot sur la philosophie des réformes des retraites en France, puisqu'après tout, on connaît des réformes de retraite depuis 1993, puis les réformes de 2003, et il va y avoir la réforme de 2007 et la réforme prévue de 2008. Donc, il y a une tendance. Effectivement, si on veut réformer les retraites, soit il faut allonger la durée de cotisation, soit il faut augmenter les cotisations, soit il faut diminuer les prestations. Qu'est-ce qui se passe depuis 1993 ? La tendance, elle est de 2 choses. D'une part, diminution des pensions de retraite, terrible, c'est fini. On n'est plus dans la phase où, effectivement, les retraités, parce qu'on a aligné notamment les pensions sur les prix et non plus sur les salaires, ce qui fait que les gains de productivité passent à la trappe pour les pensionnés. Tout ça, ça fait une diminution générale. C'est assez compliqué, mais c'est la vérité. Vous allez nous suggérer d'augmenter les cotisations. Mais pourquoi pas? D'une part, d'autant que certains les augmentent. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que la France est un pays d'inégalité des retraités extraordinaire. Ça aussi, on peut souhaiter pour les personnes âgées qu'il y ait un petit peu plus d'égalité. Or, en France, désormais, si vous voulez une retraite correcte, il vaut mieux avoir un petit peu de patrimoine, et même beaucoup de patrimoine. La France est un pays où il y a beaucoup d'épargne. Et effectivement, on peut effectivement avoir une retraite correcte, à condition d'avoir un patrimoine. Mais si on n'a que le salaire, c'est fini. Et la tendance, malheureusement, je suis désolé, j'aimerais que Nicolas Bavrez, qui est historien, m'approuve sur ce point, la tendance, elle est vraiment à la diminution des pensions de retraite pour les 20 années qui viennent. Et ce n'est pas parce qu'on aura allongé de 2,5 années la cotisation de quelques petits régimes spéciaux qu'on va rééquilibrer cette tendance. Vous avez envie de lui faire plaisir ou pas? Si c'est non, c'est non. Non, mais c'est absolument vrai. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. C'est très bien. Alors, Vivier, ça fait vraiment que vous vouliez intervenir. Vous avez un effet démographique qui est spectaculaire. Et il faut voir qu'il y a eu un temps béni des retraites. Quand on crée un régime de répartition avec beaucoup de cotisants, énormément de cotisants après 45 et très peu de gens qui bénéficient, évidemment, les retraites augmentent beaucoup. Et dans un premier temps, c'est très positif. Aujourd'hui, on est dans la phase de gestion de ces régimes de répartition avec une situation démographique qui est beaucoup plus tendue. Et donc... Bernard Vivier, ensuite, j'aurais une dernière question à vous poser sur le service minimum avant de nous séparer. Oui, 2 choses. 1, il y a une volonté politique et il y a longtemps que nous n'avions pas exprimé dans ce pays de volonté politique. Donc c'est clair, on le sait.
où on augmente les cotisations, où on rallonge le temps au travail, où on diminue les pensions des retraités, il y a 3 touches sur le piano. Donc on va jouer sur les 3. Je suis heureux que vous n'ayez pas parlé de fonds de pension. J'en suis enchanté. Tout le monde, si l'on veut effectivement ne pas tomber dans les fonds de pension, c'est vrai. Donc nous avons des solutions, nous les connaissons. Et nous avons un président de la République qui a la volonté de faire la rupture. Gros défaut de ce président de la République, c'est qu'il se focalise sur quoi faire au lieu de se focaliser, puisque tout le monde est d'accord à peu près sur quoi faire, sur quand le faire et qui doit le faire. Et quand le faire, là c'est l'homme pressé, c'est le bouquin de Paul Morand, hein, c'est l'homme pressé, il est pressé, il veut tout faire en 6 mois. Conclusion, il fait de temps en temps des apparences de réforme, par exemple la réforme sur le service minimum au mois d'août dernier, hein, sur le service minimum en cas de grève. Et puis, qui doit le faire, et ça c'est le grand problème, c'est que l'État aujourd'hui dans notre pays n'a pas fait ce qu'il fallait pour donner ce qu'il doit, ce que nous devons aux fonctionnaires et aux régimes spéciaux. Parce que les hommes et les femmes qui travaillent à la SNCF, à la RATP, n'ont pas volé leur situation, ils l'ont mérité. Simplement, ils l'ont mérité dans un cadre qui était un cadre historique où il y avait un statut garanti par l'État. Et aujourd'hui, les statuts ne sont plus protecteurs et les États ne sont plus régulateurs. Mais l'État continue à faire le là de la politique sociale. Il faut rendre donc le pouvoir social aux hommes et aux femmes du social, c'est-à-dire aux syndicats et aux patrons pour qu'ils négocient entre eux. Vincent Payon. La vraie logique, c'est que quand effectivement les pensions auront baissé, comme elles baissent depuis 93, eh bien on sera obligé, ce que font les gens qui ont de l'argent, soit d'avoir du patrimoine, soit de cotiser en plus et donc de faire de l'épargne salariale. Et ceux qui ont des petits moyens vont se retrouver, on va retrouver plus de retraités pauvres. C'est une logique. Ce qui est très bizarre, c'est que le même qui nous fait lire Guy Môquet dans les lycées est en train de mettre à bas le pacte républicain et social que même avec les gaullistes, les communistes, les socialistes, on avait passé après la guerre et qui était le fondement de la solidarité républicaine. Parce que demain, c'est l'initiative individuelle, c'est la capacité de cotiser qui pourra assurer ces pensions et on le verra, la protection sociale. Et la deuxième chose, moi, qui m'étonne, et on est en plein dedans depuis tout à l'heure, parce qu'on a quand même, je pense, au fur et à mesure du temps, mesuré la goutte d'eau que c'était par rapport à ce que serait une vraie réforme et une vraie rupture et un savoir-faire. C'est que le même qui veut effectivement unir au niveau du gouvernement, ouvrir, veut diviser dans la rue. Et pour un pays moderne, je trouve ça extrêmement inquiétant, parce qu'on n'aura pas la solution au problème que l'on veut résoudre, mais en plus, on aura des difficultés supplémentaires. Juste une chose, Maryse Dumas, est-ce que la loi sur le service minimum, telle qu'elle doit rentrer en fonction à partir de 2008, mais enfin, moi, d'après mes informations, elle pourrait être appliquée dès aujourd'hui si certains le désiraient, elle aurait changé quoi que ce soit au mouvement de grève qu'on va avoir cette semaine? Écoutez, je veux simplement vous faire remarquer quelque chose, c'est que tout le monde constatait que depuis plusieurs années, le nombre de mouvements sociaux, en particulier chez les cheminots, était en diminution, que ça n'était plus un problème. Et à force de les pointer au bout du fusil avec, d'une part, la loi sur le service minimum, d'autre part, l'atteinte sur les régimes spéciaux, et en troisième lieu, la réforme du fret, ça fait beaucoup quand même pour une profession. Eh bien, on a déjà eu la grève la plus puissante depuis des années et des années. De mémoire de militants, on ne se souvient pas d'une grève aussi puissante le 18 octobre dernier. Et là, on s'achemine vers quelque chose encore de très fort pour demain. Donc, je crois qu'il serait quand même mieux venu de reprendre les problèmes à leur départ, de se remettre autour d'une table, de discuter du fond, de comment on avance. Et puis je crois aussi qu'on a tous entendu le président de la République avoir des propos très forts sur la question de la valorisation du travail, de la reconnaissance du travail, du pouvoir d'achat. Et je pense que les réformes les plus importantes à faire dans ce pays et les plus urgentes, c'est effectivement pour qu'on puisse vivre de son travail quand on est actif, quand on est à la retraite, et qu'on puisse tous avoir un travail digne. Donc il faut s'attaquer au problème du chômage. Et c'est tout ça que le gouvernement ne fait pas. Jean-François Copé, est-ce que la loi sur le service minimum, elle empêcherait, on va dire à partir de 2008, de se retrouver dans la situation qu'on connaît en ce moment? Parce que tout le monde est convaincu du contraire, hein, sans vous voler votre réponse. Elle empêcherait jusqu'à un certain point, dans la mesure où en réalité... Donc elle ne sert à rien. Ben, ne dites pas ça. Elle empêcherait jusqu'à un certain point dans la mesure où on a tout de même souhaité préserver le respect du droit de grève. Ça a été un débat que nous avons eu parce qu'on est en cohérence avec l'esprit de nos institutions et que le droit de grève reste un principe républicain. Mais on a simplement prévu... Ça n'a pas été expliqué comme ça pendant la campagne électorale. Hein. Enfin écoutez, moi je vous dis l'ambiance. Vous me demandez, je vous le dis. Bon, la seule chose c'est que par rapport à ça, il y a dans ce texte une injonction à avoir des accords d'entreprise et de branche qui prévoient
une organisation d'un service minimum. Bon, et ça c'est une grande nouveauté, ça n'existait pas avant. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec vous, vous dites c'est rien. Non, c'est pas rien, c'est une avancée. Mais en même temps, c'est vrai que dans la décision qui a été prise, l'idée a quand même été de dire on s'adresse à des gens responsables, ok pour le respect du droit de grève, veillons simplement à faire en sorte de ne pas prendre les gens en otage. Là aujourd'hui cette loi n'est pas applicable puisqu'elle ne sera qu'à partir de 2008. On aura donc une démonstration in situ en espérant de tout cœur que, voilà, on respecte aussi le fait qu'il y a des gens qui veulent travailler. Et on verra pas de réquisition militaire, par exemple. Et c'est d'ailleurs en cela qu'il me semble que c'était tout de même aussi le respect de nos institutions que de ne pas aller jusqu'à cette logique de réquisition qui était une entrave au droit de grève. C'est pour ça que quand on présente notre équipe gouvernementale, notre majorité, avec des horribles caricatures, comme avait un peu tendance à le faire, même s'il le fait avec un sourire sympathique, Monsieur Maris, je veux quand même lui rappeler que sur ces sujets essentiels, il y a bien un consensus national. Ce dont on rêverait, puisque vous nous parliez tout à l'heure de cette France si triste, moi je voudrais vous parler d'une France qui a aussi envie de regarder le soleil, c'est qu'on aimerait que les uns et les autres se respectent, et que, bien sûr, on peut s'opposer à des réformes, je peux le comprendre. Je veux simplement qu'on arrête de faire des procès d'intention au gouvernement, il peut peut-être le faire aussi pour le bien de la France, et que pendant ce que nous concerne les régimes spéciaux, il y a des millions de Français qui, eux, sont déjà à 40 ans, qui veulent pouvoir continuer de travailler, et je souhaite de tout cœur qu'ils ne soient pas pris en otage trop longtemps. Parce que les transports publics, c'est la vie du pays. On ne repart pas sur le service minimum. Juste, la semaine est réellement cruciale du point de vue du président de la République et du point de vue de ceux qui l'entourent à l'Élysée. Je pense que l'un des indicateurs que va suivre avec attention Nicolas Sarkozy, c'est l'évolution des sondages, et l'évolution de l'opinion sur cette réforme d'une part, et sur sa propre cote de popularité aussi. Nicolas Bavrez l'incitait à aller jusqu'au bout au risque d'impopularité. Je ne suis pas sûr que ce soit la philosophie de Nicolas Sarkozy, qui a aussi en tête le quinquennat, l'échéance de 2012, et qui est un homme qui aime être aimé et qui a besoin d'être aimé. Merci à tous de votre participation à ce premier débat. L'essence maintenant, car ceux qui prendront leur voiture à cause de la grève paieront leur plein de plus en plus cher, vous le savez. Beaucoup de Français continuent de ne pas prendre les transports en commun. C'est largement le cas en province et en grande banlieue. Ils ne sont pas non plus masochistes et ne perdent pas 2 heures par jour pour le simple plaisir de rester dans leur voiture. Bref, pour eux, le prix de l'essence est une réalité qui pèse dans leur budget, avec un pétrole de plus en plus rare et de plus en plus cher. On conduit pour aller travailler. Beaucoup de professions en dépendent, des taxis aux ambulanciers ou encore aux marins-pêcheurs, sans oublier ceux eux aussi très nombreux qui continuent de se chauffer au fioul. C'est le cas notamment d'une maison sur 4 dans notre pays. Pour en débattre, je vous présente dans quelques instants nos invités, mais nous allons faire le point tout de suite avec ce reportage de Thierry Curtet qui nous donne les chiffres du prix de l'essence que l'on trouvait aujourd'hui. 1,56 €, la limite des 10 francs le litre d'essence enfoncé. Ce soir à Paris, le samplon 98 flirte ou dépasse cette barre dans au moins 20% des stations-service. Le prix est délirant, surtout quand on a besoin pour travailler, ça devient épouvantable. De toute façon, on est des victimes, on est obligé de se déplacer, il faut qu'on aille bien bosser. La faute aux Chinois, dit-on. Le développement des pays émergents a fait bondir le prix du baril. 24 $ en 2002, plus de 95 $ ce soir à New York. Mais cette flambée du brut est aussi largement amplifiée par la spéculation, qui parie désormais sur toutes les matières premières, pétrole en tête. Pour les consommateurs, le choc est rude. Christine Lagarde convoque à Bercy les acteurs du pétrole français. Pour rien, ou quasiment. La prime à la cuve, qui permet aux plus démunis d'entre nous de se chauffer au fioul, passe de 75 à 150 €. Pour les autres, la ministre n'a qu'une solution, oublier son véhicule au profit de ses 2 jambes et de ses 2 roues. Les marins-pêcheurs, eux, ne se voient pas reprendre les rames et la voile. Alors, ils hissent le drapeau noir. Ce mois-ci, les règlements qu'on a fait, c'est 40% du chiffre d'affaires qui est parti pour régler le gasoil. Nicolas Sarkozy est accueilli froidement au Guilvinec. Il va satisfaire les pêcheurs qui obtiennent une batterie de mesures. Et pourquoi je ne suis pas là? Ils se sont calmés, mais pour combien de temps? Répondre à cette question, ce serait connaître le prix du baril demain. Un exercice périlleux. Si l'hiver est dur, si les frimas sont particulièrement insupportables dès le mois de décembre, si quelques guerres civiles éclatent au Nigeria, si l'Iran fait l'objet d'un embargo total de la part des États-Unis, etc., si vraiment il y a quelque chose qui se passe, là, effectivement, nous passerons au-delà de 100 $ et je ne sais pas quel peut être le plafond. Sachez enfin que le prix de l'essence ce matin est issu du tarif du baril d'il y a 3 semaines environ. Or, depuis 3 semaines, le pétrole a encore augmenté de 15%.
Nous allons revenir maintenant sur ce prix de l'essence. C'est évidemment la question que tout le monde se pose actuellement avec le cours du pétrole qui continue d'augmenter. Deux chiffres symboliques, souvent présentés comme des seuils psychologiques d'ailleurs. Le baril à 100 $, on y est presque, et le litre d'essence à 1,50 €, 10 francs pour ceux qui se souviennent. C'est le second débat de mots croisés ce soir, dont je vous présente immédiatement les invités. Tout d'abord Éric Woerth, ministre du Budget, des Comptes et de la Fonction publique. Vous venez de réaffirmer qu'il fallait s'habituer à un pétrole cher. Nous reviendrons avec vous, bien entendu, sur les mesures gouvernementales et sur les taxes. Yves Cochet est député Vert de Paris. Vous avez été ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement dans le gouvernement de Lionel Jospin. Jean-François Genesini est expert pétrolier, ancien ingénieur en chef à l'Institut français du pétrole. Le pétrole et notamment ses réserves sont une de vos grandes spécialités. Christian Gérondeau est lui président de la Fédération française des automobiles club. Vous publiez aujourd'hui même une enquête sur le rôle de la voiture dans la vie des Français, rôle qui reste très important. Enfin, Emmanuel Le Chypre est économiste, rédacteur en chef du magazine L'Expansion, dont il dirige le centre de prévision. Monsieur le ministre, est-ce que ça va durer le pétrole cher? En tendance, le pétrole est cher depuis. Quand on voit les courbes, elles augmentent depuis de nombreuses années. Alors parfois il y a des hauts et des bas. C'est très volatile. C'est un marché en lui-même. Mais la tendance lourde est une tendance à l'augmentation des prix. C'est une tendance mondiale due à la problématique d'offre et de demande. On voit des économies qui surgissent et donc évidemment qui sont très demanderesses d'énergie. Puis on voit aussi des tensions géopolitiques dans toutes ces régions de production du pétrole. Donc une tendance lourde, effectivement, à l'augmentation du prix. Donc vous dites, faut dire la vérité aux Français. Oui. Il n'y a aucun indicateur qui puisse nous laisser espérer aujourd'hui qu'il y ait quelconque... Il y a des experts, peut-être me diront-ils le contraire, mais je ne crois pas qu'il y ait des tendances lourdes qui montrent que le pétrole pourrait baisser de prix. Et je crois qu'il faut vraiment dire la vérité, parce que c'est un bien qu'on partage tous. Il faut vraiment dire la vérité, puis après essayer de l'affronter. Est-ce que ça veut dire que le litre à 1,50 €, là je repasse sur l'essence, qui n'est pas tout à fait la même chose que le pétrole, enfin, même si c'est fait avec. En l'occurrence, 1,50 €, c'est déjà 20% pour le 98, c'est vrai, des pompes à Paris. Est-ce que ça va devenir une norme dans toute la France ? Écoutez, les prix sont aussi compétitifs, ça dépend des stations, il y a beaucoup de marques différentes selon les distributeurs. Il y a des prix comme ceux-là, enfin la moyenne des prix n'est pas celle-là, la moyenne des prix c'est plutôt aux alentours un peu plus d'1,30 €, c'est ce qu'on paye en général entre 1,30 € et 1,32 €, donc c'est aujourd'hui plutôt la moyenne des prix, puis il y a des stations qui mettent un peu le paquet, effectivement. Alors il y a un site, vous le savez, parce que vous pouvez les vérifier tout ça, c'est très important, il y a un site du gouvernement, Christine Lagarde a mis en avant, et vous pouvez sur un itinéraire calculer le prix de votre consommation, le prix de votre consommation en essence à partir de prix affichés des différentes stations qui sont sur votre route. Il faut commencer à Vous l'avez en tête l'intitulé du site ? Comment ? Vous l'avez en tête l'intitulé du site ? Oui, je vais l'avoir en tête. Bon, d'accord. Oui, c'est www. On va le retrouver d'ici la fin de l'émission. Parfois, on pense pas toujours faire des questions pièges aux ministres. Non, c'est pas une question piège, mais je vais le retrouver, c'est sûr. Ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est que vous pensez qu'il faut dire aux Français la vérité sur la durabilité de l'événement. Il n'y a pas de raison que ça rebaisse rapidement. C'est bien compris. Moi, je dis, il n'y a pas de raison particulière aujourd'hui que ça va pouvoir rebaisser, probablement à un moment donné, parce qu'on voit bien que il y a des tendances très courtes où il y a des augmentations fortes comme celles qu'on connaît actuellement, puis après, il y a de nouveau une régulation qui se fait, notamment parce que tout dépend de la production. On appelle une augmentation de la production des pays pétroliers. Il y a une réunion bientôt début décembre à Riyad des pays de l'OPEP. Peut-être vont-ils augmenter cette production, et à ce moment-là, ça fera de nouveau diminuer le cours. Mais en tendance, je pense que l'économie doit s'adapter à ça. Donc, en tendance, l'augmentation du prix des énergies fossiles et du pétrole est une augmentation, va à la hausse. Christian Gérondeau, Emmanuel Le Chypre, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots combien ça pèse aujourd'hui l'essence dans le budget? Alors, on pourrait dire des automobilistes, et puis peut-être avec vous, on fera dans le budget des Français, du coup. Christian Gérondeau. La voiture, déjà, dans le budget de l'automobiliste, c'est 14-15%, enfin dans le budget des Français, en moyenne. Des Français. Bon, des Français. Alors le pétrole là-dessus, c'est très variable, selon le nombre de kilomètres, selon le fait qu'on a payé sa voiture chère ou pas chère. Bon, disons que c'est 30% de cette partie du budget en moyenne. Mais ça, une moyenne, ça veut pas dire grand-chose. L'habitant des quartiers aisés du centre de Paris, il dépense pas beaucoup en carburant. L'habitant qui, lui, généralement est moins aisé, qui habite en grande banlieue, dont la femme travaille dans un endroit différent, fait beaucoup de kilomètres. Et pour lui, c'est un poste très important. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques de la taxation sur l'essence, c'est que c'est une taxation antisociale. Elle est beaucoup plus lourde à supporter par les revenus modestes que par les revenus aisés. Vous dites que ça frappe d'abord les pauvres.
ça frappe d'abord les pauvres. Il n'y a aucun doute possible en proportion de leurs revenus. Ça, c'est tous les chiffres sont là pour le montrer. Emmanuel Le Chypre, voilà. La voiture et l'essence aujourd'hui dans le budget des Français. Alors globalement, il faut savoir que si on prend alors l'essence, mais aussi les carburants, parce que faut pas oublier aussi le chauffage, Bien par sûr, exemple. on va en parler. Nous, on avait calculé qu'une augmentation de 20% de l'ensemble des produits pétroliers, alors toujours pareil, en moyenne, coûtait à chaque famille française 500 € de plus. Donc, ce qui n'est pas négligeable sur un budget de famille. Par an. Par an, 500 € de plus par an. Pour relativiser ça, il faut dire quand même que ce choc pétrolier est le moins douloureux de tous pour les ménages français et qui n'ont jamais été aussi bien armés pour l'affronter. Il faut savoir que le pouvoir d'achat a considérablement plus augmenté que celui du pétrole. Un exemple, en 73, au moment du premier choc pétrolier, avec 1 heure de SMIC, vous achetiez moins de 2 litres d'essence. Aujourd'hui, avec 1 heure de SMIC, on achète 5 litres d'essence. Bah, j'adore ces images, mais j'allais vous dire, vous allez nous faire croire que c'est super pas cher. Non. Alors qu'en fait, non, mais entre-temps, on a créé d'autres besoins et on dépense de l'argent dans d'autres domaines. Enfin voilà, l'informatique est arrivée. Ah non, mais évidemment, mais là, après, on est sur les problématiques de comment vous répartissez votre revenu et ce que vous faites de votre pouvoir d'achat. Mais sur cette problématique pure du pétrole, disons que la gêne, le choc pour le pouvoir d'achat des ménages, il est le plus faible par rapport au choc de 79 et de 73, alors qu'il faut rappeler qu'on est à peu près au même niveau. Parce que en 79, on était monté à 40 $ à peu près le baril, ce qui correspond à peu près à 100 $ d'aujourd'hui. Donc on a un choc qui est à peu près d'une ampleur comparable. Christian Giraudoux ? Oui, alors moi je récuse cette comparaison, parce qu'en 73, il y avait beaucoup moins de voitures. Il y avait beaucoup moins de gens qui avaient des voitures. C'était uniquement les gens relativement aisés qui avaient une voiture par ménage. Depuis, la voiture s'est démocratisée, tout le monde en a, et c'est plutôt 2 par ménage. Donc votre comparaison, le litre d'essence qui ne représentait pas grand-chose en 73, etc. Vos 2 voitures d'aujourd'hui consomment à peu près la même chose qu'une seule voiture en 73. Oui, mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup plus de voitures, et la voiture s'est démocratisée, si bien que je crois que cette comparaison n'est pas très mal votre numéro de ping-pong. Ouais. Alors, juste une chose. Je peux juste dire un mot ? Oui. Prix-carburant.fr. .gouv.fr. Ça doit être ça. Essayez, vous verrez. Prix-carburant avec un S.gouv.fr. .gouv.fr, on me le confirme à l'oreillette. Comme quoi ça sert à quelque chose, on est en train de l'installer sur l'écran d'ici quelques instants. Éric Woerth, alors on a envie de vous dire qu'on n'avait pas besoin de ça, cette hausse continue du prix de l'essence, alors que dans ce pays il y a un problème de pouvoir d'achat que le président de la République a lui-même identifié et diagnostiqué. Alors on va vous dire les choses très simplement, pourquoi ne baissez-vous pas les taxes ? C'est vrai qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, et c'est vrai aussi que c'était au cœur de la campagne, au cœur de l'engagement du gouvernement, donc là-dessus, merci d'avoir de la mémoire. On a plus que de la mémoire, on essaye de faire jour après jour exactement ce qu'on a dit avant. Donc ça, c'est au moins quelque chose sur lequel j'imagine qu'il peut y avoir débat, mais en tout cas, c'est bien la réalité des choses. Donc le pouvoir d'achat des Français, il n'a pas vraiment augmenté ces dernières années par rapport à d'autres pouvoirs d'achat, et il doit évidemment compenser l'écart qu'il a subi depuis quelques années. Et c'est notamment par le travail. Et sur le prix de l'essence, une des composantes, comme d'autres prix qui augmentent vite, le logement a augmenté beaucoup, les prix alimentaires récemment, donc un certain nombre de dépenses qui sont des dépenses lourdes dans l'argent des ménages. Et en même temps, ce prix, c'est un prix contraint. C'est un prix qui est fixé par un marché mondial, quelle que soit la marge que peuvent prendre les entreprises pétrolières, et parfois très importante. Et en même temps, la base, c'est quand même le prix du pétrole à l'extraction et le prix du pétrole sur les marchés internationaux. Vous m'avez très bien compris, je vous parle des taxes. Et vouloir diminuer du pétrole. Oui, mais les taxes, elles sont bien structurées sur le prix du pétrole depuis bien longtemps. Je voudrais juste, d'ailleurs, nos compatriotes. Non, pardonnez-moi, vous voulez nous dire que là-dessus, il est impossible qu'un gouvernement revienne en arrière. Je ne ferai pas de démagogie. Les taxes, la TIPP, il y a 2 types de taxes. C'est ce que j'allais vous dire. Avec Lionel Jospin, il y avait la TIPP, elle était flottante. En gros, les taxes baissaient quand le pétrole montait. Oui, mais elle était flottante, mais elle s'est complètement noyée. Je veux dire qu'elle n'a pas fonctionné, la TIPP. Ça serait peut-être sympa en période de grève dans les transports. La TIPP flottante n'a pas fonctionné. Elle a essayé d'amortir en réalité l'augmentation du prix du pétrole. Elle a en fait coûté à l'État presque 3 milliards d'euros, c'est-à-dire aux contribuables aussi, d'une poche ou l'autre. Et en même temps, elle n'a donné des résultats que sur 2 à 3 centimes par litre. Donc ça ne fonctionne pas, et c'est vraiment une usine à gaz comme on sait en faire en France. Il y a une taxe. Est-ce que ça serait une usine à gaz de baisser un peu les taxes ? Il y a une taxe aux produits intérieurs pétroliers comme en Europe, et il y a une TVA. Aujourd'hui, ce sont des montants
qui représentent en tout une dizaine de pourcents de la fiscalité nationale, et il faut les conserver. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que si d'autres pays, comme les États-Unis, avaient augmenté le prix de l'essence, on n'aurait pas ce problème aujourd'hui de rareté. Il faut bien gérer ce problème de rareté. Je voudrais aussi dire que le prix de l'essence, même s'il est trop important, dans les autres pays européens, nous sommes aujourd'hui à la moyenne des pays européens en termes de prix d'essence. C'est 5% plus cher en Allemagne, 25% plus cher en Grande-Bretagne. Aux yeux du ministre du Budget, il est totalement inconcevable qu'on puisse un jour baisser les taxes dans ce pays sur l'essence. Oui, ça me semble d'ailleurs totalement paradoxal. Ce serait totalement paradoxal par rapport aux conclusions du Grenelle de l'environnement. Yves Cochet, mais je peux développer tout à l'heure. Non, mais ça me paraît assez logique pour que je ne poursuive pas sur ce domaine. Vous, quand ça augmente, vous êtes content. Dites-moi la vérité.